Salut à tous. On se retrouve pour la dernière partie, enfin, quatrième et dernière partie de notre tier list sur tous les empereurs de l'Empire romain d'Orient. Ça risque d'être la plus longue à mon avis, tout simplement considérant le nombre qu'il en reste par rapport aux fois précédentes. Et de la tendance à en dire de plus en plus à chaque fois qu'on évolue au sein de chaque épisode, mais bon, on verra bien. Donc on se retrouve ce soir pour la dernière partie. Allons-y sans attendre, puisque nous allons commencer par Alexis Ier Comnène, qui règne à la fin d'un monde, la fin d'un empire, effectivement la fin d'un monde, oui et non, ça se discute, mais peu importe, en tout cas il est certain que ce sera la disparition d'un empire dont nous allons traiter. Donc Alexis Comnène, qui règne de 1081 à 1118, malgré beaucoup de défauts, je pense que je vais le mettre en autocrator, un rang au-dessus d'un autre sauveur qui est Héraclius, parce que je pense, et je peux me tromper, que la situation sauvée est encore plus périlleuse, et que, in fine, une fois prise en compte la perte de territoire par les Arabes sous Héraclius, donc il est possible, ça reste un avis, qu'il ait plus reconquis et restabilisé l'Empire que ce dernier, dans un monde géopolitique plus dangereux et plus complexe, à mon avis, mais bon, c'est tout à fait subjectif. Alors, tant que j'y pense, en biblio, vous avez l'Alexiade, bien sûr, de sa fille Anne Comnène, et vous avez une monographie d'Elisabeth Malamute centrée sur Alexis Ier. Les deux m'avaient servi à l'époque pour la foire aux livres que j'ai faite sur cet empereur. Et enfin, c'est un règne long. C'est un des plus longs de l'histoire de l'Empire, dans un contexte assez affreux, et qui va donner lieu à une dynastie certes courte, mais qui va restabiliser l'Empire quand même pour 100 ans. Alors j'ai mis dans les images, alors attendez, il faut que je me remette comme ça sur le diaporama. Hop, voilà, l'Empire en 1081. Voilà à quoi il ressemble. Donc comme on le voit sur la carte, l'Empire fait bien entendu la gueule. Et pour la première fois, on a vraiment la tendance, la bascule Occident-Orient, on va dire, qui est, alors j'allais dire entérinée, non, c'est pas définitif, mais qui commence à dessiner cette tendance qu'on verra par la suite. Bon, j'en ai déjà parlé... J'allais dire plus de 2 heures, oui c'est ça, plus de 2 heures il y a quelques années d'Alexis Ier. On avait parlé de son oncle Isaac Basileus, on comprend donc qu'il vient d'une récente mais très grande famille de militaires. Lui-même dirige des troupes alors qu'il est adolescent, hein, dans tout le bordel post-Manzikert. Je passe sur son arrivée sur le trône, encore une fois, si on veut en savoir plus, il y a une vidéo sur le sujet. Il doit faire face d'abord aux Normands de Robert Guiscard, qu'il bat, alors pour le coup grâce à la flotte vénitienne, à qui en contrepartie on va confier d'importants avantages commerciaux. Et puis donc après des branlées subies sur Terre, il finit par prendre l'avantage définitif sur cet ennemi d'Occident. Face aux Seldjoukides de l'autre côté, il peut pas faire grand chose. Vers 1085, là c'est la carte en 1081, mais vers 1085 à peu près toute l'Asie mineure est perdue, pour toutes les raisons évoquées dans la troisième partie de cette présentation des empereurs. Donc il fait pas grand chose de ce point de vue là, mais il va user assez activement de diplomatie pour se débarrasser, on va dire, des menaces les plus pressantes. Et puis, c'est l'Occident hein, qui est le plus pressant, la menace normande. Et donc après les Normands, il va triompher aussi des Péchénègues, qui est un peuple nomade, on va dire, de tous ces peuples turciques. Grâce à la diplomatie avec les Koumans, toujours cette force impériale de la diplomatie, en fait il va servir des Koumans pour écraser les Péchénègues avec ses troupes. C'est une très grande bataille, hein, à la colline de Lébounion en 1091, qui est une immense victoire et qui permet de se débarrasser quasiment des Péchénègues, puisqu'ils vont disparaître au règne suivant, pendant le règne de son fils, où là le peuple Péchénègue est littéralement désintégré et disparaît de l'histoire. Donc voilà, c'est à peu près la situation avant la première croisade. Il en a profité pour restructurer la situation fiscale et administrative en taxant notamment tout ce qui pouvait être taxé. Il va recréer une monnaie d'or qui sera l'hyperpaire, qui est une sorte, on va dire, de nouveau solidus, non, plutôt de nouveau nomisma, qui va durer 200 ans. Bref, tout est resolidifié effectivement Vaïto pour faire face à la nouvelle
zinzineries de l'Occident, effectivement la croisade, la première en l'occurrence, c'est le tournant qui lui permet de repasser à l'offensive face à des Seljoukides qui sont divisés. Bon, on va aller assez vite. Effectivement, il prépare ça du mieux possible. J'ai déjà parlé de tout ça, et puis la croisade n'est pas le sujet. Il en profite pour récupérer Nicée, notamment dès le début. Il va faire preuve d'une clémence qui choque les croisés. Mais lui, il est chez lui, en quelque sorte, pas en terrain ennemi. Et ça, c'est quelque chose que l'Occident ne sera sans doute jamais à même de comprendre. Enfin, en tout cas, pour la partie qui est exogène à la Terre Sainte. Pour les croisés qui n'y sont pas établis, pour les nombreux pèlerinages armés qui auront lieu, on aura toujours du mal à comprendre la substance impériale par rapport à ces territoires d'islam perdu. Donc il récupère de nombreux territoires jusqu'au siège d'Antioche, où il ne vient pas au secours des croisés, ce qui va creuser un premier fossé entre les occidentaux et les orientaux, alors qu'il avait des raisons légitimes en l'occurrence, mais peu importe, là c'est pas tellement le sujet. Pareil, suite à la croisade, j'en ai déjà parlé, on va avoir des conflits très rapidement avec les Normands d'Antioche, conflits qui se soldent par un échec in fine pour l'empereur, et en général il se coupe des croisés qui auraient pu sans doute mieux l'aider, ou vice versa, dans leur politique globale. En fait, la deuxième partie de son règne n'est pas aussi favorable que la première. Politiquement, on a assez peu de gains, pas mal d'échecs. L'Empire continue et même termine, j'allais dire, sa transition du népotisme des empereurs précédents à un empire qui devient quasiment familial. Ce qui a été critiqué, mais ça sanctionnait une réalité qui s'était imposée. C'est clair que tous les postes, toutes les fonctions, peu importe, on a vu dignité, fonction, c'est pas tellement le sujet, tout ça était lié à la proximité familiale avec l'empereur, ce qui empêche toute forme de méritocratie, ça c'est factuel. Ça lie aussi définitivement l'Empire à la personne de son empereur, et donc à ses qualités et ses défauts intrinsèques. En fait, Alexis, c'est un empereur soldat qui considère qu'il est temps de mettre fin à ses élucubrations philosophiques, théologiques, pour se reconcentrer sur l'essentiel. C'est souvent une partie méconnue de son règne, alors que c'est ce qui compte le plus dans l'esprit. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Et vous savez quoi, on va le mettre... Je sais pas si j'ai mis... Hop, je vais enlever le diaporama. Mais je pense qu'on va le mettre un rang en dessous. On va le mettre en Basileus, comme Héraclius, parce que... Effectivement, il a sauvé l'Empire. La gestion de la première croisade, comme tu l'as dit, Vaito, est excellente. Pour d'ailleurs plusieurs raisons. Je pense qu'il savait assez bien à quoi s'attendre. Je trouve qu'il y a certaines critiques historiographiques qui sont un peu ridicules, notamment sur l'aspect culturel, où on lui reproche d'avoir été un empereur qui a mis fin à la floraison des grands esprits byzantins. L'Empire, elle est crevée, quoi. Donc il y avait d'autres priorités. Par contre, la deuxième partie de son règne, fondamentalement, notamment l'entêtement face aux Normands, c'est sans doute une erreur stratégique majeure. En plus, à son détriment, c'est sous son règne que commence, alors encore une fois contraint et forcé, mais la vraie distribution des pronoia. Pronoia, on l'a dit, qui se rapproche du système féodal, mais cette distribution au bénéfice des grandes familles, hein, des dynatoi, qui est un système qui, avec la rétractation de l'Empire, va être en partie responsable de sa fin. Sous son règne, c'est pas un problème. Mais la pronoia, sous son règne, c'est un système d'urgence qui sert à compenser les grandes familles qui ont perdu leurs terres en Asie. Hein, ça paraît logique, en Asie mineure. Sous son règne, ça devient un vrai système. Et au début, c'est un système de concession des revenus qui n'est pas héréditaire, mais donc un système qui vise plutôt l'élite pour pallier notamment aux problématiques de la rogaille, hein, en contrepartie du titre, que l'Empire n'a plus les moyens d'assurer. Mais ça va le devenir héréditaire. Et ça ne s'accompagne plus d'obligations militaires directes. Donc ça va soulager les coffres, puisque le pronoyaire qui a la terre va envoyer des pareils à la guerre en échange de concessions fiscales, sauf que plus le territoire se réduit, moins l'Empire a de ressources propres en dehors de ses territoires concédés, et moins aussi il a le pouvoir, on va dire, quasiment administratif et militaire de les retirer, ces pronoia aux grandes familles. Donc voilà, aucun système n'est parfait de toute façon, mais avec l'affaiblissement impérial, c'est un système qui pouvait devenir dangereux. Voilà, l'Empire devenait en plus de ça, une exploitation familiale tributaire du caractère et du talent de l'empereur. Donc il y a des choses qu'on peut mettre à son crédit, de toute façon c'est totalement subjectif, d'autres qu'on peut mettre à son débit, bon peu importe, on va le mettre à ce niveau-là. Je vous mets, hop, l'Empire, voilà, en 1118. Ah, j'ai oublié de faire les transitions, personne me l'a dit. Hop, tac, voilà.
Là, vous avez l'Empire en 1081. Et juste là, hop, vous avez l'Empire en 1118. Voilà. Désolé pour les transitions, j'ai complètement zappé qu'il fallait que je le fasse à chaque fois. C'est assez pénible d'ailleurs. Voilà, donc passons à son fils maintenant, Jean II. Hop, donc Jean II, lui, règne de 1118 à 1143. Je pense que c'est un des règnes, j'allais dire un des plus injustement méconnus peut-être, mais parce qu'il se trouve entre le premier et le dernier. Enfin, c'est pas le dernier comme Nen, mais il se trouve entre deux personnalités plus marquées, son père et son fils. Alors je dis méconnu, mais ça n'est que ma vision, j'ai l'impression effectivement que Jean II est peut-être moins connu que les deux autres. Je pense que c'est un nom qui n'évoque pas forcément grand-chose. Alors, il monte sur le trône malgré sa mère et sa sœur, donc Anne, qui voulait que ce soit le mari de cette dernière qui succède à Alexis. Je crois que c'était Nicéphore Brienne, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, j'en ai déjà parlé de tout ça dans la foire au livre, soit à la fin, soit dans la partie biographie d'Anne Comnène. Donc Jean II hérite certes d'un empire en déclin mais rétabli, dont il va se servir pour repasser à l'offensive. Alors, sans grand résultat malgré sa bravoure et sa droiture, on va avoir plusieurs fronts. Sur le front occidental, comme je l'ai dit, il finit l'éradication des Petchénègues qui étaient revenus ravager les Balkans. Je crois que c'est en 1122, je ne sais plus où. Et donc là, il n'existe plus en tant que peuple. Voilà. Il combat ensuite avec Venise, dont il avait dénoncé les exemptions fiscales. Et Venise va venir ravager Léger. Et l'empereur va être obligé de leur accorder les mêmes droits, voire même des droits augmentés. C'est d'ailleurs l'échec principal de son règne, ce qui était probablement écrit vu la montée en puissance du Stato d'Amare et des cités marchandes. Donc pour contrebalancer cette espèce d'hégémonie vénitienne, il file les mêmes droits aux autres cités, notamment Gênes et Pise, ce qui fait que le commerce et la marine byzantine vont plonger, ce qui est un échec grave à long terme et qui acte le fait que l'Empire ne peut plus lutter sur terre et sur mer contre ses ennemis. L'Empire aura tendance à devenir une puissance, entre guillemets, selon les époques, strictement terrestre. Or, on sait, comme la thalassocratie est une puissance. C'est une puissance importante. On sait les deux modèles, la puissance continentale, la puissance maritime, mais la thalassocratie en Méditerranée est une puissance. Donc il finit avec des combats contre les Hongrois. En gros, en 1130, la frontière occidentale sur le Danube est fixée et on bouge plus. En Orient, il va mener des campagnes dès son accession au trône pour agrandir le territoire impérial au bénéfice de ce qui avait été perdu. Alors d'abord avec succès, puis l'Empire recule, puis il mène encore des grandes campagnes, mais en fait la difficulté du grignotage qui est effectué sous son règne montre la fermeté de la nouvelle emprise turque et montre que ce qui a été si rapidement perdu sera finalement impossible à rapidement reconquérir. Donc partant de là, on finira par tirer un petit peu la conséquence de ça sous son règne et celui de son fils, et donc on va finir par abandonner les espoirs de reconquête de l'espace inutile qui coûterait finalement plus à reprendre qu'il ne rapporterait à exploiter, qui est tout le plateau de l'Anatolie centrale. Les dernières années de son règne, comme un peu d'ailleurs son père, vont se passer militairement en espèce de chimère contre la Cilicie, contre Antioche, qui sont des états chrétiens. Il va détruire le royaume arménien de Cilicie, il va s'en emparer. Avant de se présenter devant Antioche d'ailleurs qui se soumet, tout ça est fait pour faire respecter le droit impérial, certes, mais ça n'a forcément pas le meilleur effet sur les voisins chrétiens. Alors que sa campagne contre les musulmans de Syrie, elle va être beaucoup moins fructueuse. Tout finit d'ailleurs par être perdu en Cilicie, en Syrie à la fin de son règne. Et alors qu'il mène une campagne pour encore une fois tout reprendre, il va être blessé. Je crois que c'est au cours d'une partie de chasse. Blessure qui va finir par s'aggraver et entraîner sa mort. Alors qu'en plus de ça, il a perdu... alors son aîné, c'est sûr, je crois que c'est même les deux aînés de ses fils. Et donc c'est le Benjamin Manuel qui monte sur le trône. Jean II, finalement, a été un empereur soldat qui laisse un empire plus fort mais pas tellement plus grand. On n'a pas forcément de traces de grandes réalisations autres que, on va dire, civiles sous Jean II, si ce n'est l'apaisement des relations avec Rome. Je vais vous mettre la carte. Hop, bougez pas. Tac. Hop. Voilà, ça c'est l'Empire en 1143, donc à la mort de Jean II.
Donc on voit cette restructuration. Alors, vous fiez pas forcément à la carte. À sa mort, alors peut-être que encore une fois les dates sont ce qu'elles sont au niveau de la carte, mais à sa mort la Cilicie n'est pas entièrement contrôlée et Antioche et compagnie ne sont plus dans le giron impérial. Bon, pour ce que ça change, c'est pas non plus fondamental, mais on voit toute cette partie effectivement de la Turquie centrale, qu'on pourrait appeler comme ça, qui ne sera plus jamais reconquise et pour laquelle on a abandonné toute velléité même de reconquête. Donc Jean II, hop, tac, on refait la petite transition. Jean II, allez, on va le mettre, je pense qu'on peut le mettre quand même en Rex. Allez, Jean II, on va le mettre en Rex, ça me paraît correct. C'est un bon empereur, il ne mérite pas forcément d'être au-dessus, il ne mérite pas forcément d'être en dessous. Ensuite donc, Manuel Ier. Alors Manuel Ier, qui règne de... Alors c'est aussi un règne très long, de toute façon les Comnènes ont des règnes longs, mis à part les derniers. Donc Manuel Ier règne de 1143 à 1180. Alors, c'est sans doute le dernier grand empereur d'un grand empire, le dernier règne en gloire, on va dire, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura plus de grands empereurs, par contre il y aura plus de grand empire. Je pense que vous me suivez. Donc il est le fils de Jean II, que rien ne prédestinait au trône, mais ses deux frères aînés étant morts, son frère aîné, encore une fois, je sais plus, je crois que c'est les deux, il est désigné par son père. C'est encore une fois, alors l'Empire est toujours voilà, dans cette situation, de toute façon, il est toujours dans une situation difficile, il est toujours entouré d'ennemis, mais ça tient aussi à sa position. Mais bon, ça fait 60 ans en gros avant son règne que l'Empire se reconstruit petit à petit. 1143, 1083, bon ça fait à peu près 60 ans. Son début de règne va se dérouler dans le contexte de la Seconde Croisade, qui est prêchée suite à la perte d'Édesse, en 1145, la perte d'Édesse, ou à peu près, à 2 ans près, j'ai un doute, peut-être 1147. Donc la traversée de la Seconde Croisade se passe assez bien aussi, elle est assez bien gérée. Par contre la croisade en elle-même, ça c'est un échec complet qui va creuser encore plus les relations négatives entre Orient et Occident. Ce qui est d'ailleurs pas forcément faux du point de vue occidental, parce qu'à plusieurs reprises, Manuel va... on va dire pas forcément pousser son avantage en Terre Sainte pour laisser les chrétiens sous pression musulmane et le laisser lui comme ultime protecteur. En tout cas, plutôt valable, on va dire, pour la première moitié de son règne. En même temps, est lancée la guerre contre les Normands, et l'Empire à ce moment-là semble même en mesure de reprendre pied en Italie. On parle même à ce moment-là d'union des églises. En 1155, c'est Chypre qui va être ravagé par le fameux Renaud de Châtillon. Manuel va assembler une immense armée qui va soumettre à nouveau la Cilicie, qui est Cilicie arménienne, hein, qui est alliée de Renaud. Ah oui, j'ai oublié de dire que Renaud était prince d'Antioche. Donc Renaud qui va s'humilier et qui va faire d'Antioche à nouveau un vassal de l'Empire. Donc une victoire pour une défaite, puisqu'à ce moment-là, au même moment, la campagne italienne qui est menée va s'enliser définitivement et va finir en déroute. Autant... on voit aussi à quel point ça va être difficile de mener cette politique de réconciliation religieuse, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de déséquilibre des forces. L'union des églises, elle est en fait... politiquement le résultat de la domination d'une partie sur l'autre. À partir du moment où les deux parties sont à peu près en équilibre des forces, la politique d'union est impossible. Donc du côté de l'Occident, la paix va quand même être garantie. On a des conflits avec Venise, où l'empereur est sans doute le dernier Basilius encore en mesure d'imposer sa volonté à la cité marchande. C'est là qu'on voit quand même sa puissance. Dans les Balkans, la situation, elle est sans doute la plus favorable depuis Basile II, parce que Manuel va passer la plupart de son temps, en tout cas on va dire dans les 2 premiers tiers de son règne, à se battre contre les Hongrois, qui va finir par écraser. Fin de la décennie 1160, je sais plus exactement, et il va recouvrir des territoires qui étaient perdus, lointains, comme la Croatie et la Bosnie, tout en faisant de la Hongrie un état dépendant de l'Empire. D'ailleurs, avant que Manuel et son fils, il était prévu que le royaume de Hongrie soit uni à l'Empire par le biais de l'héritier du trône de Hongrie. En Orient, la situation elle est un peu plus complexe.
l'Empire est allié au royaume de Jérusalem. C'est une grande expédition qui va être lancée sur l'Égypte, c'est du jamais vu depuis, je sais pas, plus de 100 ans forcément, c'est vraiment une immense expédition qui sera un échec complet, mais qui témoigne du renversement des perspectives. Dans la dernière décennie de son règne, Manuel devient plutôt un opposant au Saint-Empire contre les Normands en Italie, et un vrai soutien au royaume de Jérusalem. À plusieurs reprises, les Byzantins devront faire face pour le coup à la mauvaise gestion croisée plutôt qu'à leur propre duplicité. Et petit à petit, une fois l'occasion passée, le rapport de force va finalement se faire de plus en plus favorable aux musulmans face aux deux alliés. L'Asie mineure, qui, on va dire, sous le règne de son père et sous le sien, au début en tout cas, passait pour secondaire, va finir par devenir le point chaud. Jusque ces années 1160, les Turcs vont être aisément dominés, le front est assez endormi, et par le jeu des alliances, il va se retrouver lui-même à favoriser un petit peu l'expansionnisme des Seldjoukides, et la situation va franchement dégénérer à partir de la décennie 70. En 1176, on connaît, il va réunir une grande armée, alors avec le but de s'emparer de la capitale Seldjoukide, et je cherche le nom, Iconium. Oui, c'est ça, hein, c'est Iconium, j'en suis sûr à 97%, je suis plus sûr à 100%, mais c'est pas grave. Mais il va être pris. Il est battu dans une embuscade qui est montée par les Seldjoukides en 1176 à Myrioképhalon, ce qui n'est pas un désastre. C'est même pas grand chose comme défaite, mais le problème c'est que ça met fin à sa grande campagne pour reprendre l'Asie mineure. Et là, il aura pas le temps, il va mourir, il aura pas le temps d'en mener une autre. Voilà pour on va dire la partie un petit peu géopolitique, guerrière. Son règne, je l'ai dit au début, c'est la dernière apogée impériale. Constantinople compte à l'époque 1,5 million d'habitants. C'est une ville riche, c'est une ville fatalement populeuse. La prospérité atteint les standards de l'Antiquité de tout court, hein, j'allais dire tardive, mais non, de l'Antiquité, stimulée par un commerce méditerranéen en renaissance totale, puisqu'il a rééquilibré les relations avec les cités-États italiennes, en tout cas les cités marchandes plutôt italiennes. Dans la lignée de son père et de son grand-père, on a des réformes qui continuent pour adapter l'Empire à la nouvelle réalité du temps, territoriale, sociale, géopolitique. Son règne aussi illustre ce que l'on a dit, la personnification impériale. Le seul fauteur de troubles de tout le règne, c'est son cousin Andronique, on y reviendra. La stabilité interne, elle est assurée par sa stature. Et son bilan, malgré tout, comme ses deux prédécesseurs, il est en demi-teinte, parce que l'Empire, il est puissant, il est restauré, mais il s'est dispersé sur tous les fronts. Il a des ennemis partout. Et si l'Occident le voit comme le souverain le plus puissant du monde, sa bonne image auprès d'eux, auprès des Occidentaux, est aussi la conséquence d'une politique, on va dire, pro-occidentale, même si c'est un peu plus compliqué que ça, c'est mouvant. Il a ses ennemis au sein de l'Occident, mais il est quand même marqué par l'Occident. Tout cela est détesté de ses sujets. Mais bon, ses succès forcément font passer la pilule. Il était marié aussi avec, je cherche le nom, Marie d'Antioche, à la mère de son fils. Donc, bon, on va le mettre quand même en. Je sais pas si j'ai mis, je pense pas que j'ai mis une image. Non, c'est bon, on va mettre quand même Manuel en Basilus. Je pense qu'il le mérite. Salut Pierre, salut. Je pense que Manuel le mérite. Même si son image est sans doute supérieure à ses accomplissements réels, mais je pense qu'on peut le mettre avec son grand-père. J'ai mis Jean II un cran en dessous, il a régné moins longtemps, il a eu un règne un petit peu moins favorable. On va mettre l'Empire, hop, bougez pas. Tac, il faut que je mette le diaporama. Voilà. Tac, l'Empire en 1180. Et là, pour le coup, effectivement, la Cilicie est soumise et Antioche fait aussi partie de l'Empire. Enfin, nominalement, il y a une vassalité. Ensuite, qui c'est qu'on a ? Alexis II. D'empereur fort, l'Empire n'en aura plus avant d'être devenu trop faible pour que ça change quelque chose. Bon, Alexis II, alors attendez, il faut que j'enlève le diapo comme d'habitude. Bougez pas. Tac, on le retire. Bon, Alexis II, ça finit en séquie direct.
Alexis II, personne ne connaît vraiment. Déjà, je pense, je peux me tromper. Et moi le premier d'ailleurs, hein, je suis comme tout le monde, mais on connaît assez mal la période entre la mort de Manuel en 1180 et la quatrième croisade en 1204. C'est un interrègne, enfin c'est pas un interrègne, mais c'est une période de transition qui est assez mal connue. Donc déjà, c'est qui? Ensuite, parce que Alexis II, c'est un enfant qui règne. Il est le fils du précédent, hein, le fils de Manuel Ier, qui l'a eu assez tard, vers 50 ans, ce qui est bien dommage. Donc il a une dizaine d'années quand il monte sur le trône, Alexis II. J'allais dire c'est un mauvais empereur, mais c'est pas le sujet parce que c'est un enfant. En tout cas, son règne est marqué par une régence qui est très impopulaire, avec notamment sa mère latine, ce qui passe pas. La Hongrie reprend ses territoires, les Seldjoukides de Roum aussi, donc rien ne va. Il est renversé par Andronic, le cousin de l'empereur dont on avait parlé, le cousin de Manuel Ier. Sa rébellion à Andronic, elle est marquée notamment par l'immense massacre des Latins en 1182, j'allais dire, oui, 1182. Oui, c'est 1182, puisqu'il n'est pas encore officiellement empereur. Et donc Andronic entre dans Constantinople, il fait assassiner Marie d'Antioche, il se fait couronner comme empereur, et là il finit par faire étrangler Alexis II. Donc Alexis II, on va pas le mettre ailleurs, hein, il a payé, bon c'était qu'un enfant, et il a payé effectivement ce dont je parlais, le caractère éminemment personnel de l'imbrication entre l'Empire et son empereur, ou au moins sa famille. Donner imbrication balayée lorsque c'est une régence sans assise réelle qui est installée. Voilà. Alexis II est un peu victime de son père et de son grand-père et de son arrière-grand-père quelque part. Andronic Ier. Alors j'avais mis l'arbre des Comnènes, je crois après vérification qu'il ne fonctionne pas. Non, malheureusement il ne fonctionne pas, donc attendez, je vais l'enlever, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, il n'y aura pas d'arbre généalogique. Tant pis. Donc, Andronic Ier, il règne de 1183 à 1185. Donc forcément, qui dit cousin de Manuel Ier dit pas tout jeune, il a une soixantaine d'années quand il monte sur le trône. Alors lui est un peu un personnage de film, il y a un peu de ça. C'est le petit-fils d'Alexis Ier. Il a une vie bien remplie la plupart du temps, loin de la cour, parce qu'il complote sans cesse, il est assez vivant, combattant, cultivé, encore une fois cette espèce de personnage un peu à multiples facettes. Il passe son temps dès qu'il est nommé quelque part à conspirer contre son cousin qui lui pardonne tout. Il est d'ailleurs pardonné une dernière fois juste avant la mort de Manuel en 1180, même s'il est toujours exilé. Donc on l'a dit, Alexis II, son prédécesseur est jeune, sans alliance familiale pour assurer son pouvoir, et donc ça devient un peu Dallas. Donc Andronic Ier, il va vaincre les forces de la Régence, il prend la ville, on l'a dit, il profite plus qu'il ne provoque, c'est pour ça que c'est en 1182, il n'est pas encore entré dans la ville, mais il profite du massacre anti-latin, qui sera d'ailleurs souvent négligé. C'est un tournant qui permet dans l'esprit des Latins 1204, et donc comme on l'a dit, il fait assassiner Alexis II. Et là pour Andronic Ier, c'est c'est parti pour les affrontements entre historiens, on va dire, parce que pour certains, donc c'est un érudit qui tente de réformer l'Empire, qui lutte contre la corruption, qui distribue de meilleures payes aux stipendiés de l'État. Il centralise, il lutte contre l'aristocratie. En fait, il fait tout ça sans que qui que ce soit ne soit d'accord sur les buts de sa politique. Et surtout, il rajoute à ça d'énormes persécutions. Alors, sans aucun doute, il visait une forme d'appui sur la bureaucratie et le peuple contre la dérive, on va dire, aristocratique et le népotisme des Comnènes. Mais peut-être aussi que pour d'autres historiens, c'est simplement une purge de l'opposition. Parce qu'on ne transforme pas un modèle élitaire en s'entourant de gens de l'élite, voilà, par exemple. Et cette dispute des historiens, elle tourne autour de l'idée que, voilà, il semble que tout change, en fait, pour que rien ne change, hein, pour paraphraser une grande œuvre italienne. Voilà, les complots n'arrêtent pas, l'Empire commence à être vraiment contesté parce qu'il n'est plus capable de défendre ses marges. L'opposition apparaît partout. Chypre, par exemple, est en révolte. C'est pour ça qu'elle sera plus tard conquise par Richard Cœur de Lion. Alors sur la route de la troisième croisade, donc normalement ça doit être en 1190 ou 11.
Elle sera plus jamais récupérée. Instabilité interne, instabilité externe, les Balkans sont perdus, les Normands de Sicile vont à nouveau prendre Thessalonique, c'est la deuxième prise en 1185, j'avais donné la référence bibliographique dans la session précédente, Thessalonique, chronique d'une ville prise, qui est basée sur les 3 sièges de la ville et les 3 prises de la ville. Personnage de film, donc je disais, cultivé et guerrier, exécuteur en série et qui va connaître une fin assez affreuse. En fait, il y a une révolte lorsqu'il va tenter de faire assassiner un aristocrate, Isaac Ange, après qu'il ait reçu des conseils en divination, dont je me souviens plus de la nature, mais on lui dit en gros qu'il va perdre son trône au profit, alors je sais plus si c'est un prénom au profit d'un Isaac, quelque chose comme ça. Et donc lui en conclut que ce sera Isaac Ange, donc il essaye de le faire assassiner. Donc révolte populaire, il est supplicié l'empereur de façon abominable lorsqu'il est capturé, je m'étends pas forcément là-dessus. Voilà, donc certains en font un révolutionnaire contre l'aristocratie, d'autres un réactionnaire qui voulait revenir justement 3 siècles en arrière sur un modèle byzantin plus antique, alors que le monde connaissait des mutations importantes. Et nous on va le faire, on va le mettre en focus parce que son règne est à chier et que l'Empire continue à se dissoudre, tout simplement. Alors ensuite, Isaac II, Isaac II en plus il a 2 règnes. Alors Isaac II Ange, il règne de 1185 à 1195 pour son premier règne, et ensuite il règne à cheval sur l'année 1203 et 1204. Alors, il y a de mauvais empereurs, et puis il y a de mauvaises dynasties. En même temps, Isaac II, à la manière d'un Théodose III, le collecteur d'impôts, Isaac II, il passait un peu par là. Mais lui, c'est un homme de grande famille. Comme on l'a dit, suite à une prophétie, Andronique Ier va tenter de le faire assassiner, et c'est la révolte. C'est la foule donc qui le porte au pouvoir, lui voulait juste sans doute éviter de se faire assassiner. Pouvoir de la foule, encore, on l'oublie souvent, mais le pouvoir de la foule sous l'Empire, sous l'autocratie, reste excessivement important. En tout cas, jusqu'à cette période. Et comme tous les arrivés, enfin tous, comme beaucoup d'arrivés, on va dire, au pouvoir dans ces circonstances, il n'a absolument aucune légitimité. Il va tenter de s'appuyer sur sa famille et aussi sur les familles déchues sous le régime précédent, mais rien ne tient. Dès le début, il fait face à d'importantes révoltes, d'un de ses stratèges notamment, dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave, qui assiège Constantinople. L'appui, c'est d'ailleurs Conrad de Montferrat, qui est le futur roi de Jérusalem, qui va lui sauver les miches. Mais l'appui des Latins ne lui apporte rien, ce sont les élites byzantines qui lui sont opposées. Le système va donc s'effondrer, puisqu'il ne peut plus reposer sur l'aristocratie familiale à sa tête. Il n'arrive pas à juguler le séparatisme des périphéries, qui s'est installé maintenant depuis, on va dire, quelques années. J'allais dire une décennie, mais c'est moins que ça, c'est quelques années. Face à un pouvoir qui est de moins en moins protecteur, et une tendance d'ailleurs, en tout cas à ma connaissance pas tout à fait expliquée, à la déloyauté chez les généraux qui en vient à prendre des proportions aberrantes et quasiment suicidaires pour l'Empire. J'ai parlé du stratège, dont je me rappelle plus le nom, mais tout le règne d'Isaac II, on aura des séditions et des révoltes. Alors, sur le front des Balkans, néanmoins, les Normands vont être vaincus et chassés du continent. Mais la problématique principale, c'est ce que j'ai mis, alors attendez, dans le diaporama, l'image suivante. Normalement, elle doit fonctionner, parfait. Voilà. Nickel. La problématique principale de son règne, c'est la révolte bulgare et la constitution de ce que l'on appellera le Second Empire bulgare, possiblement d'ailleurs de la faute directe de l'empereur qui aurait pu mettre les meneurs de la sédition dans sa poche et qui a refusé de le faire. Tout ça est aggravé par les séditions internes, et en fait tout son règne va se passer en état de guerre permanent avec la Bulgarie, une espèce de guérilla qui est toujours maintenue à cause de la nature du terrain, du terrain montagneux qui se trouve dans la chaîne du Grand Balkan, et des Rhodopes. Et en fait, à la fin de son règne et son renversement, rien n'est encore décidé face aux Bulgares. S'ajoute à ça les débuts des guerres contre les Serbes. Donc voilà, pas trop de repos, mais c'est pas tout, puisque face aux Turcs, la situation commence à devenir instable. L'Empire doit faire face aux raids des Turcs de Roum. Et non, c'est pas non plus fini, puisque par-dessus ça se passe la troisième croisade. Barberousse traverse à pied l'Empire,
le territoire byzantin, ça va très mal se passer pour de multiples raisons bilatérales. Frédéric va finir par ravager la Thrace. En fait, tout le monde se soupçonne. Voilà, on a deux mondes qui avaient du mal et qui ont toujours du mal à se comprendre. L'empereur, le Basileus, va soupçonner Frédéric d'appuyer les révoltés dans les Balkans. L'autre va le soupçonner de duplicité dans l'approvisionnement qui est fourni. Enfin bref, on en vient aux batailles et l'empereur d'Orient va finir par se soumettre. Tout cela, toutes ces problématiques-là font plutôt qu'il doit mettre en place une politique fiscale très rigoureuse qui est couplée à pas mal de corruption et de dépenses externes, et la monnaie commence déjà à se déprécier. On a les privilèges des républiques italiennes qui sont rétablis. Et pour la première fois depuis longtemps, en tout cas depuis Alexis Ier tout simplement, donc une centaine d'années avant, on a un trésor impérial qui apparaît pour la première fois vraiment en péril. Le régime est donc complètement fragilisé administrativement, militairement et financièrement. Et l'empereur, qui n'a plus personne sur qui réellement compter, a son frère qui le renverse. Il est aveuglé et exilé. On peut toujours pinailler. Il est évident que l'Empire des Comnènes avait des faiblesses structurelles et faisait face à une situation générale assez délicate, et puis a toujours été sur un espèce de fil, mais Isaac II reste un empereur médiocre, absolument dépassé par la tâche. Donc on va le mettre. Alors faut que je vérifie. Hop, attendez, je vous vire l'image. Tac, et voilà, Isaac II, donc, boum, en fossoyeur. Voilà, maintenant Alexis III. Ok. Bon, Alexis III, il règne de 1195 à 1203. Vous allez voir, l'année à cheval, les 2 années 1203 et 1204 sont assez troublées, on le comprend. On va quand même essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il en reste des tonnes. Donc, Alexis III, c'est donc le frère du précédent qui était réfugié chez les musulmans depuis assez longtemps quand son frère monte sur le trône pour cause de complot. Alors, il prend le pouvoir. C'est un complot d'aristocrates européens au sens territorial de Thrace, qui sont menacés dans leurs biens par le néo-empire bulgare, dans un empire qui est en crise. Et finalement, il fait face aux mêmes problématiques, et ces problématiques sont toujours irrésolues. La corruption est toujours endémique, on a les abus des fonctionnaires qui deviennent délirants, la dévaluation qui se poursuit, l'aristocratie nouvelle et ancienne ne répond plus, les seuls à peu près fidèles à l'Empire sont les paléologues qu'on retrouvera plus tard. Tous les corps constitués finalement sont insoumis, il est impopulaire parmi le peuple, et plus grave parmi surtout le peuple de Constantinople. À ce moment-là, on a un séparatisme provincial qui devient maladif. On a plusieurs gouverneurs qui se déclarent indépendants. L'empereur, en fait, finalement, ne garde son pouvoir que grâce à la fidélité de quelques troupes d'élite. En fait, c'est simple. Au pire moment, alors que la 4e croisade s'annonce, l'Empire est réellement au bord de l'autolyse. Il est traversé vraiment de toutes sortes de tensions. Pendant ce temps, on a les Bulgares qui ravagent l'Empire. Alors, ils vont signer la paix, je crois, en 1202, mais là, c'est la Serbie qui va passer sous influence hongroise, et donc on a une partie européenne de l'Empire qui est globalement en crise. La frontière face aux Turcs, elle est encore stable, mais c'est une stabilité qui est en trompe-l'œil, parce qu'elle est maintenue, finalement, tant que les Turcs sont occupés à se taper sur les autres, les uns sur les autres, entre prétendants. Et donc la grande affaire du règne, bien sûr, c'est la 4e croisade. On connaît l'histoire, je ne reviens pas en détail dessus, la responsabilité du doge, ce fruit de la haine longtemps maturé entre Orient et Occident, la responsabilité du fils d'Isaac II, donc l'empereur précédent qui promet tout si on lui rend l'Empire. Donc quelque part, Alexis III paye l'état de l'Empire, il paye sa corruption, il paye les sommes détournées qui ont empêché aussi la constitution d'une flotte. Et lui, par ailleurs, a aussi manqué de temps entre la prise de conscience du but réel des croisés et le siège, ou en tout cas le revirement des croisés et le siège. Voilà. Bon, lui prend la fuite avant même de perdre la ville, Alexis III. Il se réfugie en Europe, en Grèce, pour être précis, avant d'être capturé. Et tout ça va finir assez grotesquement bien plus tard, puisqu'il va faire alliance avec les Seldjoukides pour reprendre le pouvoir. Ou les Seldjoukides l'utilisent, peu importe, mais les deux vont prendre une tannée monumentale en 1211, donc quelques années plus tard, contre l'Empire de Nicée,
Le sultan il sera tué et l'empereur sera capturé et envoyé dans un monastère. On y reviendra dans les règnes suivants. Alexis III, on peut le mettre en focus sans aucun problème. Il y a quelques historiens qui essayent aujourd'hui, ça se respecte, tout se respecte, il n'y a pas de souci, mais qui essayent de réécrire et réévaluer un petit peu l'histoire de la dynastie des anges, mais à mon avis ça tient un petit peu de la gourmandise historique et du plaisir qu'on peut avoir parfois à dire le contraire de ce que disent les autres. Ça reste une dynastie abominable. En tout cas on juge parfois comment dirais-je, au but, hein, voilà, pas forcément effectivement aux moyens qui ont été offerts et aux circonstances. C'est vrai qu'on juge parfois au but, et là en tout cas c'est très mauvais. Donc l'Empire en 1203, hein, il a encore une fière allure, même si on comprend effectivement qu'il y a une très large partie des terres, notamment balkaniques, qui ont été perdues. Mais ça tient encore debout. Donc ensuite, alors Alexis IV, c'est un peu plus compliqué que ça. Alexis IV, Alexis V vont de pair avec Isaac II. Alors attendez, je vais enlever le diapo. Hop, tac. Donc Isaac II va de pair avec Alexis IV et Alexis V. Alors comment je vais tourner ça moi ? On va faire un pack global pour l'année, on va dire l'année des 3 empereurs, on peut dire ça comme ça, pour faire un clin d'œil à l'Empire romain. Bon, d'abord Isaac II, l'empereur aveuglé par son frère. Je l'avais dit, il règne une deuxième fois, il est de retour aux affaires en 1203, quand les croisés sont devant la ville de Constantinople. Donc il revient, il fait couronner son fils Alexis IV co-empereur, mais il fait pas grand-chose. Voilà, il meurt au tout début de 1204 après la prise de pouvoir d'Alexis V. Je sais que c'est le bordel, je suis désolé. Donc retenez qu'Isaac II il fait pas grand-chose, sa deuxième partie de règne n'a pas trop de sens. Voilà, on l'a classé, il est là. Salut Ben Sira. Donc pour Alexis IV, lui s'est barré de l'Empire, Alexis IV, quand son oncle Alexis III l'a libéré. Accrochez-vous, hein, je sais qu'il y a plein d'Alexis et c'est très compliqué. Donc Alexis III avait libéré Alexis IV, il s'est barré en Italie, et là, comme on l'a dit, il va rencontrer les chefs de la 4e croisade, il leur fait une proposition qu'ils ne peuvent pas refuser, reprendre son trône et leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour leur croisade. Donc Alexis III parti, il se retrouve au pouvoir avec son père, Alexis IV, donc, se retrouve au pouvoir avec son père Isaac II. Je sais que c'est délicat à comprendre, vous le repasserez en vitesse 0,50. Donc voilà, Alexis IV, il est dans l'embarras, puisque rien de ce qu'il a promis ne peut être tenu aux croisés. Le peuple déteste les latins, l'empereur précédent s'est barré, donc Alexis III s'est barré tout le trésor. Donc la tension monte entre lui qui demande aux croisés de rester pour le protéger et la population et les croisés qui passent leur temps à se taper dessus dans des petites escarmouches de basse intensité. Et finalement la révolte conduit un cousin d'Alexis IV, Alexis V, sur le trône après que ce dernier ait été sollicité pour faire appel aux croisés, ce qui lui permet de crier à la trahison de l'empereur, de retourner la garde varangienne et de s'emparer du pouvoir. Voilà. Et il fait très vite étrangler Alexis IV. Voilà. Donc épilogue. Donc Alexis IV, hein, ça sert à rien, c'est focus direct, c'est nul à chier, c'est lui qui provoque la 4e croisade. C'est lui qui provoque la venue des croisés et tout ce délitement impérial, donc voilà. Alexis V, donc Alexis V Murzuffle, c'est de la merde aussi. On sait pas trop d'où il vient, c'est un cousin éloigné peut-être du précédent. Il est partie prenante de tous les complots du temps. Il finit donc par prendre le pouvoir en jouant sur la corde anti-latine. Il est couronné dans des conditions qui sont toujours catastrophiques. Il a plus un radis. Il décide de mener la résistance contre les latins. Et donc on atteint le point de non-retour et on sait comment ça finira, la prise de la ville en avril 1204, si je me trompe pas. Dans laquelle, d'ailleurs, selon tous les témoignages, il montre une vraie bravoure personnelle. Donc il s'enfuit, il rejoint Alexis III, donc le précédent, enfin vous voyez ce que je veux dire, dont on avait parlé avant, et celui-ci le fait aveugler alors qu'il est devenu son gendre. Donc Alexis V est devenu le gendre d'Alexis III, et Alexis III le fait aveugler. Il est capturé ensuite par les latins qui vont le condamner à mort. Voilà. Mais pour faire chier, hop, Alexis V, on va pas le mettre au même endroit, on va le mettre en araignée parce que voilà, il est arrivé dans des circonstances quand même à mon sens assez ingérables et il est tributaire de ce qui s'est passé largement avant. Remettons le diapo, voilà, donc là ça a pris une petite tarte. Voilà, donc l'Empire en 1205. Donc comme vous voyez, il y a une petite différence avec ce qu'il était 2 ans avant.
différence qui s'explique assez bien. Alors je vais me permettre de boire un tout petit coup. Là, ça fait 45 minutes que je tiens le crachoir. Et je pense que ça va commencer, je vais commencer à baver solide. Voilà, ça fait du bien. En plus, ça forme une excellente transition puisque, bien entendu, maintenant on passe à l'Empire de Nicée. Avec son premier empereur, c'est bien ce qu'ils ont mis dans la tier list, Théodore Ier Lascaris. Alors, pourquoi, l'Empire de Nicée, parce que c'est le futur restaurateur impérial, hein, ça a toujours été comme ça. Pourquoi pas un jour un boulot sur l'Empire de Trébizonde ou le despotat d'Épire, mais voilà, là c'est Nicée, de toute façon on suit la tier list. Tier list qui passe, comme j'ai dit, à Théodore Ier Lascaris, mais techniquement je crois que c'est son frère Constantin qui est couronné entre la chute de Constantinople et la fuite d'Alexis V. Mais bon, peu importe, il meurt très rapidement. Donc Théodore Ier, il est d'abord un proche d'Alexis III, il épouse même sa fille. Il parvient à échapper à la captivité au retour d'Isaac II. Il se réfugie dans une Asie mineure qui est en proie, alors, pour parler, on va dire poliment, au désordre depuis pas mal de temps, aux incursions turques, aux visées séparatistes et donc forcément à la désintégration ou la désagrégation plutôt économique. Il devient très vite le maître d'un petit territoire. Il va porter partout son discours de résistance. Il va sauver un bout de ce qui peut l'être. Et malgré des déboires contre les croisés, il va arriver à tenir ses positions. Il obtient même une paix du sultan de Roum en l'aidant à conquérir son trône. Et ce qui va en fait le sauver, c'est la tarte monumentale que vont mettre les Bulgares au latin, à l'Empire latin de Constantinople, à Andrinople en 1205. L'empereur Baudouin est capturé, il va finir assez tristement. C'est la bataille qui met fin à l'Empire latin au bout d'un an. À partir de là, l'Empire latin, c'est un corps qui est maintenu en vie de force et sans volonté. Ça permet à Théodore de reprendre une belle partie de l'Asie mineure et de porter sa capitale à Nicée, donc, forcément donc l'Empire de Nicée, hein, dont il devient empereur. Et cet empire-là va devenir, on va dire, l'appel d'air pour tous les notables, tous les dignitaires, surtout ceux qui ont perdu leur terre, et il va mettre sa famille partout, là aussi, pour assurer son soutien. En fait, on va se retrouver, c'est une époque très compliquée, on se retrouve avec une diplomatie assez erratique, assez transformée entre latin, bulgare, épire, trébizonde, qui est ce qu'on a encore turc, voilà, empire de Nicée, donc chacun se fait sa guerre avec l'aide de l'un ou l'autre. Contre les Turcs, je l'ai dit, il va remporter une immense victoire en 1211, où meurt le sultan et où est capturé Alexis III Ange. Donc l'empire, on voit cette bascule territoriale, l'empire est asiatique. Il est à même de lutter contre les Turcs, puisqu'ils sont en première ligne. Il se retrouve animé d'un espèce de nouveau souffle guerrier qui était inconnu jusqu'alors à Byzance. C'est plus compliqué contre les Latins, parce qu'il n'arrive pas à s'imposer vraiment contre eux après avoir profité en partie de la mort de Baudouin Ier. Il rétablit une administration beaucoup plus simple, beaucoup moins chère, beaucoup plus efficace, qui est adaptée à un plus petit territoire. Il récupère d'immenses terres qui étaient qui étaient en déshérence. Il les récupère pour l'État, puisque dans les troubles du temps, et ça c'est quelque chose qu'on connaît moins, mais plus personne ne peut prouver sa propriété nulle part en fait. Il y a toujours eu des actes et des titres de propriété. Dans les bouleversements que connaît l'Asie mineure dans ces années-là, en fait, on a vraiment beaucoup de terres qui deviennent à personne, et donc l'État peut les reprendre et les redistribuer pour s'attacher les notables. Voilà. Il rétablit aussi un patriarche d'ailleurs pour assurer sa légitimité. C'est aussi un homme pragmatique, ça l'empêche pas dans son armée d'avoir énormément de latins, il n'y a pas d'opposition pour les mercenaires, hein, ils vont se battre avec qui les paye. C'est aussi sous son règne que les Turcs, alors ça va très vite, mais les Turcs vont couper les liens définitivement entre Trébizonde et Nicée, ce qui donnera effectivement deux développements parallèles. Et donc au terme de son règne, au terme du règne de Théodore Ier, l'Empire de Nicée, il est devenu un acteur incontournable en Asie mineure. Il est reconnu, il est stable, et il peut recommencer sa marche en avant. Voilà. Il meurt toutefois sans fils, et sans désignation, on va dire, claire d'héritier, même si a priori il avait fait part de son choix. Je vous mets... voilà, l'Empire de Nicée. Ça c'est l'Empire de Nicée en 1210. Et ensuite, je vous l'enlève parce que je suis très méchant, et ma foi, Théodore Ier, on va le mettre en Basilius pour la fondation. Certes, l'Empire de Nicée est ce qu'il est.
mais son travail, dès qu'on a d'ailleurs du mal à imaginer, moi-même j'ai du mal à l'imaginer, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment porter un vrai discours et s'imposer partout pour refonder sur une petite partie du territoire un empire viable. Il est suivi par Jean III, effectivement, alors Jean III Doukas Vatatzès, oui, Jean III Vatatzès, on va dire, qui règne de 1222 à 1254. Donc, comme Théodore Ier, il est exclusivement empereur à Nicée, et comme lui, d'ailleurs, il est sans doute pas très connu, alors qu'il règne finalement assez longtemps. Tiens, tant que j'y pense, niveau bibliographie, vous avez les derniers siècles de Byzance, je crois que c'est de Donald Nicole, qui est correct, même s'il est un peu partial sur certains empereurs. Et par anticipation, vous avez le très érudit Byzance face aux Ottomans de Raoul Estangui Gomez, qui est beaucoup plus pointu, beaucoup plus administratif, et qui est beaucoup plus centré, on va dire, sur les 150 dernières années de l'Empire. Donc Jean III Vatatzès, voilà, pour ceux qui voulaient des références, tant que j'y pense, voilà. Jean III Vatatzès, c'est un homme de grande famille, qui avait fait ses preuves, qui a épousé la fille de l'empereur précédent, qui semble avoir été désigné son successeur, mais sans certitude, il est contesté par les frères de Théodore Ier qui sont vaincus, ce qui permet aussi à Jean III de récupérer des terres parce que on va dire que ses compétiteurs à l'Empire avaient été soutenus par l'Empire latin. Donc ça lui permet d'avoir un droit à faire valoir sur la récupération du reste de l'Asie mineure jusqu'au Bosphore. Il va réussir aussi le tour de force de reconstituer une flotte pour deux choses. Première chose, récupérer les îles de l'Égée, et donc se projeter en Europe, où il va commencer à entrer en conflit avec le despotat d'Épire, qui est un autre de ces états résidus de 1204. Hop, je vous le mets là. Voilà, le despotat d'Épire. Tac, c'est bon, ça a fonctionné parfait. Donc l'Épire, en fait, à ce moment-là, c'est on va dire le concurrent principal de Jean III pour la reconquête de Constantinople. Et ce sont les Bulgares qui vont les plier comme l'Empire latin. Et en fait, le despotat d'Épire va rentrer plus ou moins dans l'orbite impériale, plus ou moins, voilà, avec des séditions, avec des conflits selon les époques, mais ça devient en tout cas un acteur secondaire. Et dès la fin du règne de Jean III, c'est une puissance mineure, voilà. Et l'Empire a récupéré une partie des terres thraces, et surtout il a récupéré Thessalonique, deuxième ville de l'Empire et depuis longtemps un de ses poumons économiques. Par ailleurs, puisqu'on a j'ai parlé des Bulgares juste avant, les relations sont très souvent apaisées avec eux, malgré l'objectif de Constantinople. La même foi et les mêmes ennemis les rapprochent et ils vont assiéger même Constantinople ensemble. Je me souviens plus d'année, mais c'est dans la décennie 1230. Finalement, ça aboutira pas parce qu'ils ont tous peur que l'un prenne la ville au détriment de l'autre. À l'est de l'empire de Nicée, les frontières vont être stables jusqu'à l'arrivée des Mongols, qui vont pulvériser tout le monde dans la zone, sauf l'Empire, qui s'en tire avec un tribut, hein, c'est un peu le loto gagnant. Ne me demandez pas, je crois pas que qui que ce soit sache vraiment pourquoi les Mongols vont pas aller plus loin que le sultanat de Roum. En tout cas, c'est un fait, ils ne vont pas plus loin. Donc tout va bien, l'Empire se remet tranquillement. On a une aristocratie militaire qui va régner en maître. L'économie se porte bien, centrée sur une nouvelle autarcie, sur le soutien à la population et surtout, c'est con à dire, mais l'Empire est débarrassé de la charge qu'est Constantinople. Parce que la ville rapporte, mais elle coûte surtout. Elle est un symbole. Sans Constantinople, l'Empire vit mieux. Et en fait, malgré l'état territorial général un peu rétracté, même considérablement rétracté, l'Empire est probablement, sous Jean III, plus solide économiquement 100 ans avant. L'armée se porte bien, on construit des forteresses, on maintient des troupes locales et des troupes de frontières, et comme tous les systèmes de l'Empire, on va dire à leur début, le système de la pronoia est efficace, et permet d'assurer une armée nombreuse et correctement entretenue. Alors quand je dis, ça je m'en rends compte là, mais quand je dis début du système, c'est début du système sous l'Empire de Nicée. Hein. Tout avait été, comme je l'ai dit, tellement bouleversé que toutes les terres étaient quasiment à distribuer. Donc le système de pronoia pouvait être reconstruit de la base, voilà. Mais il existait depuis quasiment 200 ans. Sauf que là, il retourne un peu, c'est un retour à ses débuts. On a des rapprochements qui commencent à avoir lieu avec Rome, parce que la papauté se verrait bien être débarrassée de Constantinople. Ça coûte un bras, encore une fois. Elle essaye de le marchander contre l'union des églises, mais ça ne se fait pas. Donc voilà, c'est un règne très long.
qui peut-être est pas flamboyant mais qui est ultra solide. Jean III a été aimé du peuple, aimé des militaires, il a doublé la taille de l'Empire. Je vous le mets en... Attendez, bougez pas, l'Empire en 1254. Voilà. Tac. Donc il a doublé la taille de l'Empire, de Nicée. Ce qui n'est pas rien. Et si son prédécesseur, Théodore Ier, en avait fait un acteur, on va dire, local, méditerranéen, reconnu, lui en fait pour le coup un acteur incontournable. On va le mettre, Jean III, alors attendez, je vous enlève ça. Tac, c'est pas très pratique. Hop. Jean III, on va le mettre en Basileus aussi. J'aime bien les empereurs de Nicée, moi. Je les aime bien. Voilà, je trouve que l'Empire de Nicée est un champ des possibles pour paraphraser des publicités de gâteaux, de biscuiterie nantaise là, ou je sais plus, lu. Voilà, je trouve que ce sont des possibilités inabouties et voilà, qui sait ce que ça aurait pu être. Voilà, on va dire qu'il lui manque Constantinople pour le symbole. Et encore une fois, tout n'est pas que... Il double la taille de l'Empire, mais tout n'est pas que territorial, parce qu'en 1254, quand il meurt, l'Empire n'a pas d'ennemis d'importance, il a une situation économique ultra florissante. Bon, ça durera pas, voilà, comme tout ce qui est impérial, hein, le principe même du fait impérial, c'est de disparaître. Et de s'embourber. Ensuite, Théodore II, on avance. Théodore II, bientôt fini les Lascaris. Donc Théodore II Lascaris, il règne de 1254 à 1258. C'est le fils du précédent. Et c'est d'ailleurs celui qui bousille, sans l'avoir voulu d'ailleurs lui-même, la possibilité d'une grande dynastie. C'est un érudit, Théodore II. Et effectivement, oui, tout à fait. La catastrophe arrive avec la reprise de la ville et les guerres civiles un petit peu plus tardives. Mais très clairement, alors les deux faits ne sont pas conditionnés. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux, mais très clairement l'un et l'autre ajoutés. Encore une fois, tout est question de contexte et d'époque, mais oui, très clairement, de toute façon, la catastrophe arrive. Donc Théodore II, c'est un érudit, donc marié à une princesse bulgare, très tôt associé à son père dans la gestion de l'Empire, notamment la défense et la régence de l'Asie mineure quand son père est en Europe, puisque vous voyez bien que traverser d'un côté à l'autre nécessite de longues absences. Et il y a toujours un fait générationnel, toujours. C'est un peu, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense que c'est important. C'est un peu cet ensemble qui est jamais pris en compte derrière l'histoire des faits, des batailles, des dates. Ou en tout cas ça se complète avec l'histoire, ce qu'est l'individu, son vécu, sa société, sa mentalité, surtout quand c'est un dirigeant. Théodore II, comme ses proches, font partie de la génération qui n'a pas connu 1204. C'est pas le cas de son père, c'est pas le cas de son grand-père. Il n'a pas connu 1204, il n'est pas marqué non plus par les habitus constantinopolitains, voire même qu'il fait partie de cette génération qui rejette la ville au profit d'un espèce de tropisme plus hellénisant, on va dire, plus nicéen, moins cosmopolite, moins latin. Il va favoriser beaucoup d'hommes nouveaux, ce qui va profondément irriter l'aristocratie. Il a un espèce de caractère, c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques semaines, il y a un peu de l'analogie, mais un espèce de caractère de romantique tarvenu. C'est un philosophe, c'est un mélancolique, il arrive au pouvoir en 1254, il poursuit sa politique de mise en place de ses proches ou de nobles qui étaient auparavant écartés, ce qui va crisper l'aristocratie ancienne, notamment les paléologues, qui ont toujours été jusque-là fidèles aux deux dynasties, aux Anges puis aux Lascaris. Il va commencer par une campagne contre les Bulgares, qui deviennent en fait les vrais ennemis occidentaux de l'Empire. La situation dans les Balkans, elle est favorable, ces campagnes vont être positives. En Asie, les Turcs ne sont plus une menace, depuis l'irruption des Mongols. Il va même parvenir à dicter ses conditions au sultan de Rum. Bon, c'est de la faiblesse des Turcs que va venir la fin de l'Empire aussi. On y reviendra parfois quand votre ennemi est affaibli, ça n'est pas forcément positif. Bref, tout pourrait être bien. Mais on l'a dit, l'Empire ne se rapproche pas de l'Occident sous un empereur qui est vraiment très empreint d'hellénisme. On a parlé parfois de proto-nationalisme, je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens, mais en tout cas il est très grec, et il est surtout haï par sa noblesse. La noblesse, on va dire, traditionnelle et ancienne.
Il va devenir rapidement très malade, sans qu'on sache, je me souviens plus, mais sans qu'on sache trop la maladie, ça n'a pas trop de sens, de toute façon, et d'intérêt. Et très vite, la situation va se tendre en Europe, au point où l'empereur doit rappeler d'exil Michel Paléologue, qui est un grand général. La situation devient encore plus complexe quand on a Manfred de Sicile qui débarque. L'empereur, sur la fin de sa maladie, devient un peu, je sais pas si c'est fou, mais en tout cas très marqué par sa maladie. Il nomme son fils héritier, il meurt moine à 36 ans. Voilà, on va le mettre... Attendez, il faut que je regarde si j'ai mis une carte. Non, c'est bon. Théodore II, on va le mettre en araignée aussi. C'est un empereur voilà, cultivé, précurseur de ce qu'on verra, hein, de l'hellénisme byzantin, qui marque vraiment une vraie différence avec les latins. Il a un règne... Allez, son règne, on va dire moyen positif, mais il est moyen, on va dire, mais il est beaucoup trop court. Voilà, s'il avait été plus long, en plus, vu ses choix politiques, c'est pas certain que ça aurait été une réussite néanmoins. Jean IV. Alors, Jean IV Lascaris, je vois pas trop l'intérêt de le mettre là. C'est le fils du précédent. Il monte sur le trône avec un conseil de régence, mais le conseil sera massacré très rapidement par une révolte de l'aristocratie qui est menée par son successeur, hein, par Michel Paléologue. Les deux sont co-empereurs, mais dès qu'il peut, Michel VIII va faire crever les yeux de son co-empereur Jean IV, et en fait, Jean IV ne régnera jamais. Il va passer 40 ans enfermé, je sais plus si c'est dans un monastère ou dans une forteresse, peu importe. Je sais pas vraiment pourquoi ils le mettent. Des co-empereurs, il y en a énormément qui ne sont pas cités dans la tier list, donc je sais pas, mais on va le laisser en araignée, parce que il va jamais réellement régner. Voilà, on ouvre la dynastie des Paléologues. Parfait, la dernière dynastie de l'Empire. Ça vaut bien une petite rasade de flotte avant que je meure desséché une biscotte. Hop, excusez-moi. C'est l'inconvénient de parler pendant trop longtemps. On est obligé de faire des petites pauses boissons de temps en temps. Donc Michel VIII règne, alors on va soit de 1258 ou de 1261, ça dépend comment on voit les choses, mais on va dire de 1258 à 1282. Il représente assez bien la dynastie d'ailleurs. Il y a des dynasties comme la dynastie macédonienne où c'est presque tout bon, d'autres comme les Anges où il n'y a rien à sauver. Et puis vous avez les 200 dernières années dans le bordel des paléologues où vous trouvez de tout. Voilà, absolument de tout. C'est sans doute le dernier grand règne d'un empire, alors qu'il n'est plus un grand empire, mais d'un empire qui en a encore les moyens de ces grands règnes. C'est pas forcément le dernier bon empereur, mais c'est le dernier règne un petit peu de flamboyance impériale. Je vais vous mettre l'empire à son arrivée sur le trône. Voilà. Bon, ils ont retenu 1262. Encore une fois, c'est une question de date qui n'est pas très importante. Donc, Michel VIII Paléologue, c'est encore une fois un homme de grande famille, c'est un grand général aussi, il est gouverneur de Thessalonique. Sa vie change avec l'arrivée sur le trône de Théodore II, je l'ai dit, sa nouvelle politique de changement dans l'aristocratie. Il est accusé de conspiration et il doit fuir chez les Seldjoukides. Il est rappelé en 1258, puis à nouveau en disgrâce, et hop, mort de l'empereur, il devient régent. Voilà, tout ça, ce sont... en plus de ça, des règnes dont j'ai parlé dans ma foire livre, pour le coup, sur les derniers siècles de Byzance. Donc il va lutter sur tous les fronts. La bataille de Pélagonia en 1259, c'est un tournant très important parce que il va vaincre à la fois l'Épire, l'Achaïe et Manfred de Sicile, donc le despotat d'Épire, la principauté d'Achaïe, et Manfred de Sicile. C'est la dernière immense victoire militaire de l'Empire. Voilà. Il récupère Constantinople, presque par hasard, c'est son général Alexis Strategopoulos qui passait par là en observation, qui se fait ouvrir les portes par la population. Il a que quelques centaines d'hommes avec lui, et donc Baudouin II, l'empereur, Baudouin II de Courtenay, le dernier empereur latin, alors pas en titre mais en fait, de facto, il fuit, et hop, récupération de la ville en 1261. Alors, on l'a dit, comme tu l'as souligné, Ben Sira, c'est une malédiction. J'avais dit effectivement que la ville rapporte, mais elle coûte cher. C'était vrai en entretien. En rénovation, après plus de 50 ans d'abandon, c'est encore plus monstrueux. Vraiment, ce sera la malédiction de l'Empire. Donc une fois qu'il a
fait crever les yeux de Jean IV, il se retrouve avec une importante contestation interne, religieuse et aristocratique, dont il n'arrivera jamais vraiment à se débarrasser, c'est un usurpateur. Alors d'un point de vue externe, son règne est marqué par deux choses importantes. D'une première chose, la tentative de réconciliation et d'union des églises qui se passe au concile de Lyon en 1274. Alors, union des églises qui ne sera jamais acceptée par la population et à laquelle on va renoncer très vite, enfin en tout cas on va renoncer à l'imposer. Bien qu'il semble par ailleurs que l'empereur, en tout cas moi j'ai jamais lu de choses le contredisant, mais il semble bien que l'empereur ait été assez sincère. L'intransigeance papale va finir par faire quand même capoter l'affaire. Et la deuxième chose, et de deux, c'est la lutte contre la Sicile angevine, qui est l'énorme morceau du règne, mais plus politique et diplomatique que militaire. Un combat que Michel remporte et que je ne déflore pas parce qu'on va en reparler dans... on est le combien ? D'ici un mois et demi à peu près. Dans le prochain dimanche historique, il sera centré sur ce point-là, sur on va dire l'Italie angevine, on va dire ça, l'Italie du Sud angevine. Donc sur les autres fronts, l'empereur et l'empire n'ont clairement plus les moyens de leurs ambitions. En Europe, l'empire est légèrement agrandi, mais il fait face à un défi majeur avec les Serbes, qui est le premier empire serbe. Sur le front oriental, il va prendre des décisions qui sont catastrophiques. Il va abandonner le système des colons rémunérés qui coûte très cher. Donc tout l'Hinterland va se retrouver à la merci des raids seldjoukides. À une époque en plus où commencent à se constituer des bandes qui vont donner naissance aux différents bellicats. Encore une fois, ça s'explique par la guerre politique, j'ai dit pas militaire, mais elle l'est parfois, mais à la guerre surtout politique et donc financière contre les Angevins de Naples. Mais du coup se conjugue une mauvaise décision et le pire moment pour la prendre. Voilà. Et commence aussi sous son règne une des pires choses pour l'Empire, c'est la transmission héréditaire de la pronoia. Qui sera de plein effet sous son fils, mais c'est sans doute ce qui pouvait arriver de pire pour l'empereur d'avoir une transmission héréditaire des terres. Voilà, et après sa mort, l'Empire est finalement prêt à perdre le cœur de ses terres, et là où son pouvoir était finalement le plus fermement établi, c'est-à-dire les reliquats de l'Empire de Nicée et l'Asie mineure. Donc à la fin de son règne, il laisse un empire avec sa capitale rénovée, un empire solide mais assez fragilisé. Les coffres ont été vidés, la monnaie est dévaluée, et surtout on a d'énormes concessions qui ont été faites aux républiques italiennes et principalement à Gênes. De mémoire, et il faut pas que je prenne trop de temps pour réfléchir non plus, le traité de Nymphéia. J'aime bien me fixer des défis comme ça, c'est un peu idiot. Ce qui aboutit à la construction d'une ville voisine sans contrôle de l'Empire que sera Galata. Qui va détourner du port de Constantinople les principales richesses et les droits de douane afférents aux marchandises. Voilà. Donc Andronic, je raconte Michel VIII. Avant d'en venir à Andronic, alors attendez, il faut que je bouge comme d'habitude la diapo. Hop. Michel VIII, on va le mettre en Rex. Effectivement, il y a de vrais défauts, il y a des vraies faiblesses. Il n'empêche que c'est sans doute le dernier grand règne impérial où l'Empire... Alors attendez, il faut que je mette la transition. Hop, excusez-moi, je l'ai mis là. Pour ceux qui seront visuels, on va dire. Voilà, c'est ceux qui sont simplement en audio, n'ont pas grand-chose à faire. Donc voilà, on l'a mis en Rex. Ensuite, Andronic II, paléologue. Alors Andronic II, il règne de 1282 à 1328. Il y a des règnes qui sont trop longs, voilà, vous voyez. Là, typiquement, ça aurait été un fossoyeur avec un règne de 20 ans, ça devient un phocas sans problème du coup. Alors, il n'est pas responsable de tout, mais il incarne on va dire qu'il incarne le début de la fin. Donc, il hérite d'un empire fondamentalement déclinant, qui n'a pas vu ou pas voulu voir venir sa perte en Asie mineure, qui est dominé économiquement, qui est divisé religieusement, et son règne n'arrange rien à la chose. Il est un empereur profondément croyant. Sa première décision, c'est de mettre fin à l'union. Tout son règne, de toute façon, alors je ne reviendrai pas dessus, c'est très annexe, mais c'est un énorme bordel politico-religieux. D'abord, d'un point de vue extérieur, les républiques marchandes imposent leur autorité sur l'empire. C'est à son époque que Constantinople devient réellement, au sens strict, un champ de bataille entre Venise et Gênes, et l'Empire devient un lieu d'extorsion pour ces dernières. En effet, pour faire des économies, toujours, c'est le principe, l'empereur a abandonné sa flotte,
Il a confié la défense navale de l'Empire à Gênes, ce qui est une décision absolument catastrophique, puisque Gênes ne défendra l'Empire maritimement que quand c'est dans son intérêt. C'est l'externalisation, hein, c'est toujours le principe. Ça vous coûte moins cher, mais in fine, ça vous coûte peut-être plus cher. Galata va devenir définitivement, va même se doter d'une muraille, va devenir une enclave réellement indépendante. Les îles de la mer Égée tombent dans l'escarcelle de pirates italiens qui vont se constituer des fiefs. En Europe continentale, c'est les Serbes qui reprennent le flambeau bulgare et à partir de 1280 vont se constituer un important royaume. On va réussir néanmoins à faire la paix, je crois, ils vont réussir à faire la paix avec les Serbes et voilà, l'Empire a reculé d'un point de vue frontalier, mais bon, ça va rester assez stable. Non, le vrai problème, en fait, c'est pas l'Europe, plus qu'une menace, vraiment plus qu'une menace, c'est un péril, c'est l'Asie mineure. Les décisions qui ont été prises par son père avaient été catastrophiques, mais son père se préparait à une grande expédition à sa mort. Andronic II, lui, a d'autres priorités. Il va délaisser d'abord ce front, puis il va s'y consacrer entièrement, mais trop tard. Voilà, à un moment où l'Empire souffre de ressources trop limitées. À partir de 1300, l'Empire est vraiment sur le recul, ça devient l'espèce de chacun pour soi. On fait appel, j'en avais largement parlé dans la foire aux livres correspondante, on fait appel à la compagnie catalane. Pareil, tant que j'y pense, ça me vient à l'esprit en point bibliographie, aux éditions Anacarsis, comme d'habitude, vous avez la chronique de Ramon Muntaner qui raconte toute l'expédition à laquelle il a participé et qu'il a vécu. Pour la faire courte, la compagnie catalane, c'est des mercenaires catalans qui arrivent en 1303, qui vont laminer les Turcs, mais qui s'entendent pour diverses raisons très mal avec les Byzantins. Byzantins qui vont faire assassiner le chef de la compagnie, Roger de Flore. Et qui vont, la compagnie catalane va ravager la Thrace pendant des années et ils vont finir par se créer leur propre duché du côté d'Athènes. Voilà. C'est un passage qui n'a pas servi à grand chose à part dévaster encore plus l'Empire. Après leur passage, c'en est fini ou presque de l'Asie mineure, qui avait été quand même le cœur de la reconstruction impériale de Nicée. Les Ottomans à l'époque sont loin d'être les plus puissants, mais ils sont surtout les mieux placés, en fait, là où sont les terres qui peuvent être avalées. Et comme si ça suffisait pas, boum, guerre civile, j'allais dire au moment où on commence à relever la tête, mais on commence à réussir à respirer un peu. Son fils mort, il va déshériter son petit-fils Andronic III, ce qui ouvre la voie effectivement de ce que sera le siècle des guerres civiles. Le petit-fils, donc Andronic III, se révolte contre le grand-père, d'ailleurs unanimement vu comme une tanche. On va avoir une guerre civile, effectivement, puis un régime de co-empereur, ce qui affaiblit encore plus l'Empire. Plus rien ne va, et Andronic III finit par déposer son grand-père de force. Peu importe à la limite que ce soit de sa faute ou dû au contexte, l'Empire a connu des troubles religieux, la guerre civile, la perte de l'Asie mineure, des difficultés financières immenses qui réduit tout ça réduit l'armée à la portion congrue, la base en plus sur des réfugiés. Il y a la domination de Gênes qui défend ses intérêts, qui appauvrit l'Empire de ses droits de douane. La mer Égée est perdue. On a la transmission héréditaire de la pronoia qui est définitivement entérinée, ce qui conduit in fine à la constitution d'immenses domaines aristocratiques et monastiques, et à l'abandon petit à petit des obligations militaires. Le report de la taxation qui était normalement due par les aristocrates sur la paysannerie, l'appauvrissement de l'Empire qui voit ses rentes, normalement distribuables, passer héréditairement entre les mains de l'aristocratie qui est cette fois devenue presque féodale, une monnaie effondrée avec un budget qui ne sert plus en fait qu'à acheter la paix. Donc voilà, vous l'aurez compris, je sais pas si j'ai mis une carte, non c'est bon, hein, vous l'aurez compris, Andronic II, ça va tout en bas. Andronic II, c'est peut-être bien un des 3 pires règnes. Voilà. Après son règne, l'Empire est enterré. Pas encore mort, mais déjà enterré vivant. Hop, je vous mets l'Empire en 1328, voilà. Voilà l'Empire à la mort de l'empereur. Vous voyez que ça commence quand même à se contraindre un petit peu, un effet de constriction autour de l'Empire. Voilà. Andronic III,
Andronic 3, on avance. Andronic 3. Andronic 3, il est assez typique. Il y en a eu d'autres, on va dire du bon empereur au mauvais moment. Voilà, il est responsable effectivement en partie de la guerre civile. Il va s'y comporter toutefois en vrai chef contre son grand-père. C'est un homme ambitieux, c'est un homme qui a du caractère. Sous son règne, l'Empire connaît, on va dire, sa dernière phase d'expansion, si on peut appeler ça ainsi. Il va mater les Bulgares, il va être en paix avec eux pendant tout son règne. Même chose avec les Serbes qui vont conquérir la Macédoine, mais qui finissent par établir une paix et une alliance avec l'Empire. Ça lui permet de récupérer notamment l'Épire et la Thessalie, c'est les derniers succès de l'Empire, voilà, mais c'est symbolique, hein, en réintégrant les territoires séparatistes de 1204. On avait parlé aussi, je m'en souviens dans la Foire aux Livres, mais sa politique est rendue aussi difficile par la bascule entre Turcs et Latins, c'est-à-dire qu'il souhaiterait attaquer les premiers avec l'aide des seconds, mais il se retrouve par la force des choses et l'inaction latine à faire le contraire. Il s'allie avec plusieurs émirs turcs, il aura d'excellentes relations avec un émir, je sais plus lequel, mais un émir côtier, ce qui lui permet une relative tranquillité et la récupération de plusieurs îles de la mer Égée. Il avait réarmé une flotte après l'abandon du règne de son grand-père, il récupère notamment Chios et Lesbos. Il est par contre beaucoup plus en difficulté contre les Ottomans, comme les autres émirs turcs hein, d'ailleurs. Ces derniers, les Ottomans ont fait de Brousse, Bursa en turc, leur première capitale sous le règne de son père. Et Andronic III, côté Asie mineure, parvient péniblement à lever une armée qui sera sévèrement battue en 1329. Voilà, l'Empire a définitivement perdu l'Asie mineure en dehors de quelques villes et enclaves. Et malgré les efforts du Basilius et sa réelle volonté de passer à l'action contre eux, il était définitivement trop tard. Nicée tombera en 1331, ce qui rend définitivement impossible toute tentative de reconquête puisque vous n'avez plus de tête de pont majeure. Ce qui n'empêche que, et on en reparlera par la suite, vous avez une ville comme Philadelphie en pleine Turquie qui restera une place forte byzantine jusqu'en 1390. Voilà, pour parler des miettes qui subsistent encore. Donc Andronic III va mourir subitement, peut-être du palu, à 40 ou 45 ans, après un règne qui, on va dire, représentait la dernière lueur d'espoir de l'Empire, la reconstitution d'une flotte et d'un territoire unitaire et cohérent. Ah, attendez, je vous mets le diapo, hop, tac. Bon, c'est pas fabuleux, mais c'est presque cohérent comme territoire. Voilà, ça correspond plus ou moins à ce qu'est la Grèce actuelle. Sur le plan intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a des débats, encore une fois, religieux sur lesquels on peut largement passer. Ça aura néanmoins un vrai impact politique, notamment dans la guerre civile qui arrive, mais bon, c'est pas le sujet. On va le mettre, alors attendez, hop, je bouge ça comme ça. Parfait, comme ça vous êtes bon. Andronic III, on va le mettre en Rex aussi. Sa mort acte vraiment, là pour le coup, la fin de l'Empire. Voilà. Ce qui suit définit sa désintégration définitive. L'Empire est encore, à l'époque d'Andronic III, on va dire une puissance moyenne méditerranéenne. Voilà. À la suite de son règne, ce sera la Lalie. Voilà. Alors, Jean V... Ouais. C'est les derniers, mais il y en a 2-3 qui sont chiants. Jean V, alors Jean V, il règne 3 fois. Il règne de 1341 à 1376, de 1379 à 1390, puis de 1390 à 1391. Et alors Jean VI, faut que je vous enlève, alors attendez, ouais c'est bon, vous les avez plus, parfait. Jean VI, il règne pendant le règne de Jean V. Il règne de 1347 à 1354. Voilà, parce qu'en fait Jean V, il est mineur à la mort de son père, il a 10 ans. Son accession au trône, elle se fait donc sous le signe de la seconde grande guerre civile, qui sera la pire de toutes. Voilà, on va parler pour le moment de la première partie de son règne, on va dire de 1341 à 1376. D'abord, on a une guerre de 5 ans à la mort de son père, lorsque Jean VI, Cantacuzène, donc lui, se déclare empereur et finit par entrer dans Constantinople donc en 1347. Donc la première guerre civile, c'est de 1341 à 1347 pour faire simple. Elle est suivie d'une autre guerre civile de 1351 à 1357, j'y reviendrai, voilà. On va dire un bloc de guerre civile entre 1341 et 1357. Vous avez une première guerre entre 1341
et 1347, et une seconde entre 1351 et 1357. Ça sonne assez bien, ça sonne assez juste. Ce sont 2 guerres civiles qui ruinent l'Empire. Les Serbes vont prendre quasiment tous les territoires européens. Les Ottomans passent en Europe et s'installent à Gallipoli en 1354. Les circonstances sont dramatiques et l'empereur n'est pas très bon, pour être poli, voire même franchement médiocre. Donc pour faire simple, comme on l'a vu, de 10 à 25 ans, Jean V il est pris dans la guerre civile. Voilà, en 2 fois. Alors pourquoi Jean VI quant à Cusaine? Donc Jean VI, c'était sans doute l'homme le plus proche d'Andronic III. Voilà, c'était un vrai homme de confiance, un vrai ami de l'empereur précédent. Il est, à mon sens, en tout cas plutôt honnête, j'ai l'impression, il est surtout victime d'un complot, il se retrouve un peu obligé de se déclarer empereur. J'avais parlé de tout ça encore une fois dans la foire aux livres. Jusque-là, rien à dire, c'est pas la première fois, mais à ce moment-là, la guerre civile, c'est vraiment une catastrophe totale. Il la remporte néanmoins, il va régner pendant 7 ans, donc de 1347 à 1354. Règne absolument atroce puisqu'il se mange la peste noire, qui ravage l'Empire et surtout ses villes principales restantes, Constantinople et Thessalonique, ce qui va achever de dissoudre le tissu urbain, fiscal, commercial, économique. Il fait face en plus à une opposition importante, il y a des troubles populaires immenses. Les plus connus étant les Zélotes à Thessalonique, peut-être qu'on en reparlera un jour. Militairement, rien ne va plus non plus. C'est un usurpateur, donc à partir de 1351, comme je l'ai dit, reprend la guerre civile, et donc il finit par abdiquer en 1354, après que les adversaires ont ruiné l'Empire, ils l'ont ravagé, notamment Jean VI, c'est de sa faute, puisqu'il fait appel très largement à des mercenaires turcs qui s'installent en Thrace et qui vont commencer à ravager l'Europe avant même que les Ottomans ne s'y installent. Même chose avec les Génois qui vont mettre pilule sur pilule à l'Empire. Jean VI, c'est un homme qui aurait mérité en tant qu'homme, en tant que conseiller de l'empereur, un rex avant son couronnement. Empereur Jean VI, c'est un focasse, c'est une abomination. Je vous mets, alors attendez, je vous ai mis l'Empire, hop, bougez pas, voilà. Ah là, on peut dire que ça fait la gueule. En gros, c'est l'Empire en 1354, voilà. Donc là, ça commence à quand même, ça sent la fin, quoi. Ça commence à sentir largement la fin. Donc, Jean V, revenons-y. Jean V règne pour la première fois seul en 1357. Ok, il est mauvais, mais là, pour le coup, il arrive après 2 guerres civiles, dont une, il était enfant, on peut être sûr qu'il ne l'a pas voulu, il était mineur, une peste noire qui a terraformé l'Empire. On a très peu d'éléments de mémoire d'ailleurs sur les effets de la maladie dans les bellicats par rapport à l'Empire. On ne sait pas à quel point les Turcs sont touchés par rapport aux territoires impériaux. En tout cas, tout est ravagé. Il a franchement absolument aucun levier pour essayer de relever tout ça. C'est l'humiliation pour l'Empire. Il sera même retenu prisonnier par le tsar de Bulgarie après avoir été le premier empereur régnant à se rendre dans une cour étrangère, en Hongrie en l'occurrence. C'est pour ça qu'il est arrêté sur le chemin par les Bulgares. Il y est allé pour négocier une intervention contre les Ottomans. Il sera libéré sous pression du comte de Savoie, le chevalier vert, qui est son cousin, Amédée de Savoie, qui est son cousin par sa mère, je crois, si je dis pas de bêtises. Amédée de Savoie qui récupère Gallipoli pour un temps d'ailleurs, en passant, et puis qui va récupérer quelques villes pour l'Empire après avoir démonté les Bulgares et fait libérer son cousin. Il se rend à Rome, Jean V, pour la première fois depuis Constant II, pour proclamer son catholicisme, et il est ensuite retenu prisonnier à Venise. Il sera libéré par son fils Manuel. Ensuite on a une crise qui couvait depuis longtemps avec son fils aîné Andronic, qui n'avait rien fait pour le sauver des geôles bulgares, qui avait refusé de rendre l'île de Ténédos promise par son père aux Vénitiens alors qu'il était régent à Constantinople. Donc il y a cette crise qui commence à monter. En 1374, Jean V, qui est sur la fin de son premier règne, il se reconnaît vassal du sultan, il commence à lui payer tribut. Ce qui conduit à l'alliance dont j'avais parlé dans la foire aux livres, celle des fils contre les pères, donc des fils ottomans et byzantins contre leurs pères, conflit qui est gagné par les pères qui font aveugler les fils, même si l'aveuglement semble avoir été plus complet et plus total dans le cas ottoman que dans le cas byzantin.
Voilà, donc on a cette guerre civile des pères contre les fils, donc d'Andronic. Les Turcs commencent en plus de ça, se répandre dans les Balkans, puisqu'en 1371, ils avaient mis une branlée aux Serbes à la Maritsa, ce qui ouvre la voie à la conquête des Balkans. Les Turcs, hein, je précise, les Ottomans n'ont encore en fait aucun pouvoir là-bas, hein. Ils récupéreront le travail des bandes turques indépendantes. Même si le passage était toujours effectif, même sans Gallipoli. Voilà, ça rendait le passage plus difficile, et donc les Ottomans avaient du mal à communiquer, donc on a une espèce de djihad autonome qui se met en place dans les Balkans. Donc voilà, en 1376, Jean V cède Ténédos comme prévu aux Vénitiens. Les Génois vont riposter en aidant Andronic, donc le fils presque aveuglé, Andronic IV, à sortir de prison, et avec l'aide de Mourad, le sultan ottoman, ils vont capturer Jean V le père et le frère Emmanuel, ce qui donne lieu au règne. Alors attendez, faut que j'enlève la carte. Tac, bougez pas. Voilà, parfait. Donc ce qui donne, voilà, Andronic IV, hein, qui vient juste après. On reviendra sur Jean V puisqu'il a d'autres périodes de règne. Donc Andronic IV, il a un règne très court de 1376 à 1379. Il remporte la guerre civile contre son père. Pour récompense, il va redonner Gallipoli à Mourad et Ténédos aux Génois, donc bravo. Et hop, direct, guerre avec Venise, qui récupère Ténédos. Son père et son frère vont eux-mêmes se réfugier auprès du sultan Mourad, qui est très content de profiter des 50 tableaux. Et donc résultat, Andronic IV perd son trône face à son père, qui bénéficie du soutien ottoman et vénitien. Donc Jean V va mettre un fils à Thessalonique, un fils gouverneur de Morée, et pour calmer les esprits, Andronic IV, il est fait son successeur. Son règne à Andronic IV de 3 ans ne change absolument rien, ni au conflit qui a lieu entre les cités marchandes italiennes, ni à la pénétration turque. On va dire que sa seule qualité à Andronic IV, c'est qu'il meurt avant son père, ce qui permet que Manuel II soit le nouveau successeur. Andronic IV, on va le mettre en fossoyeur. De toute façon, c'est l'agonie, hein, 3 ans dans la dissolution impériale, c'est pas grand chose. Donc revient sur le trône Jean V, donc de 1379 à 1390, deuxième partie de son règne ignoble. Voilà, il a récupéré l'Empire, il a la paix qui est signée entre Génois et Vénitiens, ce qui est une bonne chose, mais de l'autre côté, les Ottomans continuent leur conquête des Balkans. Thessalonique, d'ailleurs, où il a émis son fils Manuel, est prise une première fois en 1387, après un très long siège sans qu'il ne fasse grand-chose. Il est à nouveau renversé en 1390 par son petit-fils cette fois, donc le fils d'Andronic IV, Jean VII. Voilà, même joueur joue encore. L'empereur est isolé à Constantinople. Il ne peut compter encore une fois que sur son fils Manuel, et son petit-fils lui peut compter sur les Génois et les Ottomans de Bayazet. Donc Jean VII finit par entrer dans la ville après un siège, hein, la population lui ouvre les portes. Jean VII, donc il est là, il ne règne que quelques mois, je vais vite, j'en peux plus de ces empereurs de merde. Je raconte pas sa vie avant. Bon, psychologiquement, c'est vrai qu'on peut expliquer son peu d'amour pour sa famille, parce qu'il a toujours vécu loin de sa famille, il a toujours été exilé avec son père. Et puis il a été quasiment aveuglé par son grand-père, donc avec son père. Donc c'est voilà. Je pense que ça peut expliquer pourquoi effectivement au début, en tout cas, il a un sens de la famille discutable. Finalement, c'est son oncle Manuel qui reprend la ville. Jean VII va fuir en Italie avant de se réconcilier avec son oncle, et c'est dans ce cadre qu'il va faire un assez bon travail pour le coup comme régent de Constantinople. Quand son oncle est en Europe, il va savoir notamment profiter alors au maximum, hein, dans la limite de ce qui est possible de faire, de la défaite ottomane de 1402. Puis il sera nommé gouverneur de Thessalonique, qui a été récupéré en 1402. Donc il a quasiment pas régné, Jean VII. On le connaît pour ses révolutions et celles de son père, mais allez, on va le mettre en araignée parce que comme régent il a été correct, voilà, c'est pas un empereur qui compte beaucoup. Et donc on en finit avec Jean V qui remonte sur le trône une dernière fois de façon assez courte. On dit qu'il est mort de chagrin après que le sultan lui ait ordonné de détruire la citadelle qu'il avait fait construire sur la Corne d'Or, s'il voulait pas que son fils Manuel soit aveuglé. Bon, en fait l'empereur il est surtout vieux, hein, comme on l'a dit, certes il est enfant quand il monte sur le trône, il a 10 ans, mais il règne depuis 1341, donc c'est quand même un règne excessivement long. Donc voilà, il était son fils Manuel était comment dire, otage des Ottomans. Voilà, on y reviendra juste après. Donc voilà, il meurt. Jean V, il va finir en focasse, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une
C'est un règne, c'est une abomination, c'est un des pires règnes encore une fois de l'histoire de l'Empire. Peut-être qu'un jour d'ailleurs on fera, attendez, je vous mets l'Empire en 1400, bougez pas. Tac. Voilà, bon bah là c'est même plus que ça fait la gueule, hein. Là on se demande même comment ça tiendra pendant 50 ans. C'est long, 50 ans quand même, hein, d'agonie. Peut-être qu'un jour on fera les 5 meilleurs règnes et les 5 pires, je sais pas, on verra si on a l'occasion, ce sera peut-être l'occasion de... Mais faudrait qu'il y ait un peu plus de monde pour ça, on verra si un jour, si Dieu le veut, s'il y a un petit peu plus de monde, mais ça permettra peut-être d'un peu plus confronter les opinions. On en arrive aux 3 derniers, nom de Dieu. Allez, Manuel II, boum, un peu de courage. Manuel II, donc Manuel II paléologue, il règne de 1391 à 1425. Voilà. On entre dans des règnes, là les 3 derniers, ça devient un peu difficile de juger. Faut sans doute un petit peu revoir les standards. Manuel II est d'abord un fils fidèle, hein, comme j'ai dit, il libère son père des Vénitiens. Il va parvenir à conquérir quelques territoires autour de son apanage de Thessalonique. Bon, encore une fois, c'est à l'échelle de ce que l'Empire est devenu, hein. Tu prends 3 villes et t'es déjà très content. Il participe ensuite aux guerres civiles entre son père et son frère. Abandonné, il finit par perdre Thessalonique, je l'ai dit, après un très long siège, hein, je crois que c'est un siège qui dure 3 ans, et il perd Thessalonique en 1387. Il parvient une dernière fois à récupérer Constantinople à son neveu, et donc il est, je l'ai dit, otage des Turcs à la mort de Jean V. Il est otage des Turcs parce qu'il était avec eux pour respecter les dispositions du traité de 1379 et donc pour reconquérir la ville de Philadelphie, ce qui sera fait donc en 1390, qui était la conséquence de ce traité de 1379 pour avoir le soutien du sultan, bref. Donc il s'évade de la capitale ottomane, il s'évade de Boursa pour se faire couronner, et il doit accompagner le sultan en campagne pour se faire pardonner. Voilà, l'empereur est devenu un vassal complet. Il faut comprendre psychologiquement ce que cela représente concrètement, vraiment dans le quotidien même, hein, en termes de vie jour après jour, de cette vassalité lorsqu'on transporte avec soi 1000 ans d'histoire glorieuse dans sa besace, hein. J'imagine qu'on doit avoir cette impression d'être en dessous de tout. Donc humilié, il va rompre son statut de vassal, mais malheureusement les croisés sont écrasés à Nicopolis en 1396, donc il se retrouve plus ou moins assiégé, et il décide de partir pour l'Europe en laissant la régence à son neveu, l'ex-rebelle Jean VII. C'est un voyage qu'on connaît assez bien à travers l'Occident, mais qui ne sert à rien. L'empereur n'a rien obtenu, mais par contre en 1402, je l'avais déjà dit, on le sait, hein, de toute façon Bayezid est écrasé en Cara par Tamerlan, il est fait prisonnier. Donc Manuel II va rentrer le plus vite possible. Jean VII, le régent, a obtenu, on va dire, de larges concessions de Suleiman, qui est un des prétendants dans cette période de l'interrègne ottoman. Il récupère d'importants territoires en Europe, notamment Thessalonique et les îles de la mer Égée. Attendez, bougez pas, je vous mets... Hop. Tac, l'Empire en 1410. Donc c'est l'Empire en 1410, c'est ça. Je dis pas de conneries, normalement c'est bien ça, je l'ai pas noté, mais c'est pas grave. Voilà, donc il récupère ces terres-là, mais c'est un traité qui est un petit peu en trompe-l'œil, parce que l'Empire ne récupère finalement rien d'essentiel, et en contentant un petit peu ses voisins, l'Empire ottoman a divisé les chrétiens, qui sont finalement rassasiés, on va dire, ce qui empêche un soutien direct à l'Empire. Mais Manuel va réussir quand même à tirer un peu ses marrons du feu, il va parier sur le bon cheval dans la guerre civile, hein, Mehmet, qui devient le sultan, et ça permet de maintenir la paix pendant une dizaine d'années. Il va installer ses fils dans tous les lambeaux de l'Empire qui restent, mais bon, l'Empire a plus vraiment de réalité, hein. L'Empire, c'est une ville moyenne et quelques territoires épars, où seul finalement le Péloponnèse, enfin le despotat de Morée va rester défendable. Il n'empêche que l'empereur cherche toujours des voies diplomatiques, n'hésite pas à son échelle devenue modeste à se déplacer avec ses troupes pour défendre ce qui peut l'être. Il supervise notamment la construction de l'Hexamillion, je vous l'ai mis là, hop. On voit pas forcément très bien, mais c'est pas très important. Donc il supervise la reconstruction de l'Hexamillion, ce qui était un mur construit sous Justinien, il me semble. C'est un mur de 10 km, ça barre le mascalisme de Corinthe.
Dans le fond, c'est un mur qui a jamais servi à arrêter qui que ce soit en 1500 ans d'existence, mais peu importe. À la mort de Mehmet, l'empereur va encore manœuvrer entre les prétendants, mais là, sous la pression de son fils et futur Jean VIII, il va parier sur le mauvais cheval. L'Empire va céder Thessalonique aux Vénitiens parce qu'il n'arrive pas à maintenir son autorité sur la ville face aux Ottomans. Ils ont peur de le perdre. Et finalement, l'Empire retrouve le statut qu'il avait à la mort de Jean V. On va encore essayer d'aller quérir l'aide de l'Occident, mais là où les cours étaient sous son, on va dire son père, les cours étaient occupés par la guerre de 100 ans. Maintenant, c'est les conflits hussites, donc il y a toujours mieux à faire. Alors c'est très difficile de noter Manuel II. Je vous l'enlève d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça c'est bon. Il a eu le courage de rompre la vassalité avec les Ottomans, puisque de toute façon l'Empire, vassal ou pas, était destiné à mourir. Il est un fils et un empereur courageux, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Il a eu le courage aussi d'aller en Occident s'humilier. L'Empire, on va dire... Allez, l'Empire pouvait tout au mieux survivre. Voilà, Emmanuel II l'a fait survivre. Donc, à son échelle, c'est un Rex, on va dire. Il a agi dans un contexte où, de toute façon, agir était devenu... j'ose pas dire inutile, mais pas loin, quoi. Voilà. Jean VIII. Allez, plus que 2. Jean VIII. Jean VIII, il règne de 1425 à 1448. Donc Jean VIII, comme son père, il fait partie des empereurs les mieux connus en Occident en leur temps, puisqu'ils s'y sont déplacés, et des empereurs dont le règne a pour seul espoir, pour seule issue même, mais j'allais dire surtout pour seul espoir, la survie à tout prix. Il est le successeur désigné, il est le régent de son père, guerrier érudit, hein, on dit toujours ça des empereurs, mais le problème c'est que là c'est en un temps où personne n'aura l'occasion de voir ces prouesses-là. Hein. Voilà. Donc il représente un peu, en tout cas quand il est couronné co-empereur, un peu avant le début de son règne effectif, il est le parti de la jeunesse, face à une politique de Manuel II qui est beaucoup plus prudente, qui a essayé de maintenir ce qui pouvait l'être, et malheureusement il va convaincre, même il va forcer la main, on dira, de son père pour miser sur le mauvais prétendant, ce qui va enrager Mourad II, et ce qui conduit au premier vrai siège ottoman de Constantinople en 1422. Siège remporté d'ailleurs autant par le courage réel de Jean VIII sur le terrain que les manœuvres diplomatiques de l'empereur, son père, qui va arriver à financer la révolte d'un prince ottoman en Anatolie, ce qui va forcer le sultan à lever le siège. Voilà. Thessalonique est perdu, on l'a dit, Jean VIII pas plus de succès dans les missions diplomatiques, donc il monte sur le trône avec un statut de vassal et une paix que l'on pourrait qualifier au bas mot de léonine avec l'Empire ottoman. Comme on l'a dit, l'Empire c'est la capitale, c'est la Morée, c'est quelques îles et l'objectif de survie, voilà. Ce que lui aussi d'ailleurs réussit à faire, comprenant que le seul levier étant Morée, hein, cette dernière est le centre de ses regards, elle est largement renforcée. Un temps, son frère Constantin, qui est despote et qui est le futur empereur dernier, peut même se lancer à la conquête d'Athènes avant que le sultan ne vienne remettre les choses en place. En fait, le grand drame de son règne, c'est l'union des églises. Les Byzantins vont se retrouver au centre de jeux politiques qui ne les concernent pas du tout dans ce cadre-là. On a un nouveau concile, qui est en 1437 ou 39, je sais plus, peu importe, à Ferrare puis à Florence, qui est d'ampleur exceptionnelle pour Byzance, qui envoie vraiment tout ce qui compte, j'allais dire tout ce qui reste, mais on va dire tout ce qui compte de façon plus polie. Ça c'est un médaillon qui a été fait à Florence au moment de l'avenue de Jean VIII et de son magnifique chapeau. Alors si les discussions sont quand même difficiles au moment des conciles, on arrive à une union à un prix finalement qui est relativement peu élevé. Le problème c'est qu'il ne pourra jamais comme d'habitude, jamais imposer l'union chez lui. Voilà. On a des dissensions, alors les dissensions ne seront jamais des révoltes. Hein. Sur la fin, l'Empire est plus uni que jamais, il y a plus grand monde en même temps. Mais on a des dissensions. La croisade qui a été promise, comme on le sait, elle va finir par Varna, donc une défaite majeure. On n'aura plus que quelques tentatives éparpillées. Là encore, il est difficile de le noter. Comme l'avait recommandé Manuel II, l'Empire qui est en déclin n'avait sans doute plus besoin de bons empereurs, mais de bons administrateurs. Jean VIII sera le dernier des araignées. Parce qu'il y a un moment où l'ampleur de la tâche vous dépasse, hein. L'Empire est réduit, il est géré par une fratrie, hein. Ça ne représente plus rien que la tentative désespérée de conserver des lambeaux.
Mais néanmoins, alors je reviens sur le très pointu Byzance face aux Ottomans, il faut pas croire que c'est un délitement complet. L'empereur, il est toujours le maître de son territoire dans tous les détails. Tout continue à tourner de la même façon. Et malgré tout, sous son règne, l'Empire va survivre encore pendant 23 ans. Donc, et il est le dernier empereur à mourir de cause naturelle. Voilà. Et puis en plus, ça remplit bien la feuille. Ah, attendez, faut que je vire l'image. Hop. Voilà. Jean 8. Il est ici. Parfait. Voilà. Et donc on arrive au dernier. Alors Constantin XI Paléologos. Ouais, ou Constantin XI Dragazès, du nom de sa mère Hélène Dragazès, on l'appelle... pour moi, j'ai toujours vu plus souvent Constantin XI Dragazès, mais peut-être que ça tient à l'historiographie française, c'est possible. Donc le dernier empereur règne de 1448 à 1453, voilà, vous en doutez. Bon, là pour finir en fanfare, tant qu'on est là, on va se mettre... hop, allez. Hop, on va le mettre tout en haut pour finir en sympa. Voilà. Bon, bien entendu, c'est très exagéré, mais on le met là pour avoir donné sa vie dans les combats pour défendre sa capitale en tant que dernier empereur. C'est le dernier empereur romain de l'histoire. Bon, venez pas faire chier avec Trébizonde, c'est de la merde. Voilà, donc c'est le dernier empereur romain, il faut quand même lui rendre hommage. Voilà. Puis on a déjà parlé de ce genre de choses, c'est un peu le bon empereur au mauvais moment. Enfin, il est pas exceptionnel, mais en même temps c'est le pire moment, on peut pas faire pire. Il a des défauts, il a pris des décisions un peu fâcheuses, mais on peut pas lui contester un réel volontarisme et une ambition pour l'Empire que l'Empire est plus en mesure de soutenir. Comme son père avait été un fils fidèle, lui est un frère fidèle. Ah oui, encore une fois j'y pense, point biblio, puisqu'on ne va pas parler du siège dans le détail, je vous conseille, encore une fois aux éditions Anacarsis, l'excellentissime Constantinople 1453 des Byzantins aux Ottomans. Il est cher. Je sais plus le prix, je crois qu'il est à 45 €, mais il est énorme, il fait plus de 1200 pages, je crois, de mémoire. Et surtout, il vous livre les textes et les sources de tous les belligérants dans la bataille et après. Orthodoxes, latins, musulmans, marchands, clercs, mercenaires, tout ce que, voilà, juste après les faits, que ce soit des courriers ou des chroniques. Moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Il y a des défauts, il y a des passages qui sont vraiment très très chiants de chroniqueurs et compagnie, mais moi, je l'ai trouvé exceptionnel et c'est vraiment un superbe panorama. Et en plus de ça, avec la parole vraiment des participants, on revient quand même sur quelques idées reçues, et puis ça vous donne une vision de la réalité quand on vous dit que les latins ont participé au genre de choses. À quoi ça ressemblait, voilà, qui étaient ces gens-là. Voilà, bon, comme j'ai dit, c'est un frère loyal, un proche conseiller de son frère, il est gouverneur de Morée, l'entièreté du Péloponnèse est récupérée, d'ailleurs il faut que je mette l'Empire, attendez, bougez pas, hop, voilà la dernière image. Voilà, l'Empire en 1453, ça fait pas rêver, mais c'est comme ça. Donc il récupère l'entièreté du Péloponnèse, il est régent quand son frère se rend au Grand Concile, il partage fondamentalement son opinion de la nécessaire union des églises. Il reprend ensuite le despotat de Morée, petit état fragile mais florissant. Je l'ai dit juste avant, il s'empare du duché d'Athènes, ce qui va provoquer la colère de Mourad, qui va lui mettre une trempe. En fait, cette campagne-là de Constantin, elle se place dans l'optique de Varna, c'est-à-dire qu'une victoire croisée aurait sans doute changé beaucoup de choses, mais avec la défaite, le sultan a les mains libres. Donc il obtient le trône à la mort de son frère, il arrive à Constantinople seulement en 1449, il connaît bien ce qui reste de l'Empire, il connaît bien ses finances exsangues, il connaît bien son absence de levier diplomatique, son armée fantôme, sa société divisée par la politique d'union avec Rome. Les cours européennes en plus sont vraiment très réticentes à s'engager après la bataille de Varna. Et pourtant, il ressort, on va dire, des textes, de la mentalité, qu'on a toujours confiance en sa survie. Il y a quelque chose de très mystique dans l'esprit byzantin. Donc c'est très vite la rupture avec les Ottomans de Mehmed II, dans une problématique, encore une fois, de prétendants au trône, réfugiés à Constantinople. Enfin voilà, c'est un prétexte, tout ça, c'est juste la bonne occasion, on va dire, pour mettre fin pour les Ottomans à cette espèce de chancre au milieu de leur territoire qui n'a que des inconvénients, finalement. La tension monte, le blocus, puis c'est le siège qu'on connaît qui va avoir lieu, siège héroïque, qui dure, alors je connais la date de fin, mais je sais plus quand il commence, 1 mois et demi on va dire à peu près, qui a une réputation à la mesure de la prise, de la valeur de la prise, et un sort de l'empereur qu'on connaîtra jamais,
quand la ville tombe le 29 mai 1453. Je sais plus la date de début, 12 avril peut-être. En tout cas, c'est un mois et demi jusqu'au 29 mai. Donc ça participe largement à sa légende, l'empereur infortuné avec cette espèce de mort modèle, de martyr sans tombeau, dont les faits, il y a du positif et du négatif dans son règne, mais voilà, sans parler de la chute de Constantinople, mais voilà, le fait qu'il meure dans la bataille pour sa ville, peu importe d'ailleurs comment il meurt, et voilà, il y a des récits plus ou moins glorieux, certains disent qu'il fuit, certains disent qu'il se bat, peu importe, il meurt en défendant sa ville, donc voilà, je pense qu'il mérite son statut de héros, donc voilà qui conclut ce quatuor de vidéos, bordel, quelle aventure. Je vais vous mettre, hop, tac, profitez, pendant que je bois un petit coup, profitez de ce visuel. Voilà la tier list définitive et, comment dirais-je, incontestable des Basileus de l'Empire romain d'Orient. Finalement, et regardez comme ça, il y a sans doute plus de règnes négatifs que de règnes positifs, qui est a priori c'est logique. Je pense que si on avait à noter plutôt nos gouvernants, je suis pas sûr qu'on leur mettrait de bien meilleures notes. Mais on se rend compte effectivement qu'il y a cet équilibre qui se construit entre très grand règne pour les deux premiers et on va dire vraiment excessivement mauvais pour les derniers. Séki étant et Araignée étant cette espèce de grosse neutralité, on va dire. Donc si vous cumulez, on va pas les compter, mais si vous cumulez ces deux aspects-là, vous êtes sans doute sur des nombres assez proches, on va dire. Merci Ben Sira, ouais, ça a été du boulot. Ouais, ça a été un peu de boulot quand même, parce qu'il y a des règnes dont je ne me souvenais plus du tout. En plus de ça, comme je l'avais dit la première fois que je me suis lancé dedans, j'ai des passions fluctuantes. L'Empire byzantin, comme d'autres, reste des passions ancrées, mais c'est pas mon métier. Moi, j'ai un travail qui n'a rien à voir avec tout ça. J'ai une vie de famille, tout ce que vous voulez. Donc, il y a des moments où je laisse tomber pendant plusieurs années. J'ai un socle qui est toujours là, mais c'est vrai qu'on finit par oublier les choses. Donc ça a été du taf, rien n'est fait par magie de toute façon, dans tout ce que je fais, et j'espère que ça aura servi. Allez, on va dire, vous avez 4 vidéos d'1h30, un petit peu plus, voilà, vous avez quelques heures de contenu pour vous plonger un peu dans l'histoire, et pouvoir resituer des règnes et compagnie. C'était un peu le but aussi, derrière ça, le but n'était pas que le classement, le but était aussi d'offrir quelques heures d'échappée byzantine, on va dire. Donc j'espère que ça aura plu à ceux qui l'écouteront. Voilà, quelle aventure, on conclut là-dessus. Et on passe, puisque la vie continue, même si l'Empire est mort, on passe à la suite de la semaine. Donc vendredi, on débute la partie multijoueur sur Crusader Kings 2. Encore une fois, n'hésitez pas à venir jouer, n'hésitez pas à vous inscrire. Vendredi de 21h30 à 23h, 23h15. Je sais que le jeu est vieux, je sais que les gens sont passés à autre chose, je sais aussi que les horaires, enfin bon bref, il y a mille et une raisons qui peuvent l'expliquer. Pour le moment, on est 4, 5, 6, quelque chose comme ça, entre 4 et 6. Je vais peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, venez avec plaisir. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment. Pour ceux qui s'interrogeraient, donc au-delà des horaires, on va jouer chacun un compte qu'on va créer, bien entendu, sur un comté. Alors pour le coup, c'est encore dans l'Empire byzantin à partir de 867 comme date de départ. Mais là, ça tient pas vraiment à un goût. Ça tient surtout au fait qu'on avait besoin de se mettre dans un empire un peu sécurisé pour pouvoir éviter de crever, parce que les 3/4 des joueurs sont des gens qui, comme moi, soit n'ont jamais joué, soit ont joué il y a très très longtemps. Donc n'hésitez pas. Samedi à 21h, ce sera alors j'allais dire un dimanche littéraire, non, puisque c'est le samedi, donc ce sera un livret au lit à 21h. Samedi à 21h, ce sera sur le questionnaire, 4e et dernière vidéo, comme les tier lists sur les empereurs, 4e et dernière vidéo sur le cycle Vent de Salomon. Après on passera... J'allais dire on passera à autre chose, mais non, on restera dans cette veine-là, mais on finira par passer complètement à autre chose. J'en profite aussi pour dire, donc vendredi c'est ça, samedi c'est le questionnaire. J'en profite aussi pour passer un message. La semaine prochaine, il y a 2 créneaux libres pour d'éventuelles réceptions, donc le mercredi à 21h30 et le dimanche, alors à n'importe quelle heure, idéalement le dimanche soir.
J'aurais pu en couvrir au moins un en faisant, parce que jusqu'à présent les réceptions ont été couvertes, mais ça demande l'investissement des personnes, leur volonté, c'est libre, donc c'est des créneaux que j'ai choisi libres pour la communauté, donc elle l'utilise si elle veut. Si elle ne le veut pas, j'aurai personne. Donc il y a ces 2 créneaux libres là. Je sais pas, peut-être que dimanche, vraiment, bon, si j'ai envie de streamer, de toute façon je le ferai mercredi, je ferai du gaming, peu importe, mais voilà, peut-être que j'enverrai de la littérature dimanche, mais sans certitude, parce que j'ai envie de me tenir quand même à mon programme, et si j'ai choisi comment dirais-je, des créneaux pour les gens, bah s'ils les utilisent pas, jusqu'à présent ça a été le cas, mais s'ils les utilisent pas, bon bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas, vous pouvez pas forcer les gens, et puis j'ai bien conscience que ayant à la fois une communauté et un public restreint, j'imagine que ça doit réfréner les possibilités et les envies, tout simplement par on va dire le petit nombre de gens qui sont susceptibles de pouvoir le faire, et la motivation qu'on peut ne pas avoir en se disant qu'on fera que 150 ou 200 personnes maximum nous regarderont. Donc bon, j'entends ça tout à fait, hein, je le conçois. Mais n'hésitez pas, vraiment. C'est vraiment pour vous, et je pense qu'on a tous des choses à se transmettre. Voilà. Autres que des gonorrhées et des blénorragies. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, à vendredi, on se fera une petite partie tous ensemble. Encore une fois, si vous... Alors, généralement on passe par le Discord, mais bon, si vous avez envie de passer par YouTube ou que sais-je, voilà, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de jouer avec nous. Samedi, on se retrouve 21h pour faire du sérieux, on se retrouve sur le questionnaire, et la semaine prochaine, pareil, si vous avez des velléités d'intervention, des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas, que ce soit d'ailleurs la semaine prochaine ou à d'autres moments. J'ai toujours des créneaux, on va dire entre 2 et 3 par mois, qui sont réservés à des gens qui auraient envie de nous parler d'autres sujets. Donc voilà, je vous remercie. C'était un peu long, mais je le savais que ce serait un petit peu plus long que les précédentes moutures. Voilà, et donc on se retrouve bientôt, vendredi. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Bon courage à ceux qui taffent. Et puis bon repos à ceux qui ne taffent pas. Et puis donc à vendredi, et je vous dis bonne fin de soirée à tous. À bientôt.